Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, du milieu locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Et on faisait encore les ménages nous-mêmes puisque on savait pas trop comment ça allait prendre. On teste le truc. Après, nous, on part toujours du principe que quand on teste quelque chose, on aime bien maîtriser tout de A à Z, de façon à se dire, on sait ce qui se passe. On sait aussi comment l'inculquer si on doit le déléguer à quelqu'un. On a besoin de maîtriser ça. En fait, ça a été juste le principe à chaque fois d'avancer par palier, tu vois, un petit peu comme un Interville. Le mec à la fin quand il veut grimper, tu vois, sur le mur, s'il met très haut d'un côté droit, il se casse la gueule à gauche. Donc il fallait qu'on fasse un côté à droite, un côté à gauche, un côté à droite, un côté à gauche. Mais aujourd'hui, forcément, on a à chaque fois du cash flow, quand bien même on est en amortissement. Ça, c'est indispensable. On ne fait aucun investissement si on n'a pas un cash flow positif derrière. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Quand on se met à investir ou entreprendre et qu'on est en couple, se pose inévitablement la question de comment faire participer son ou sa partenaire dans cette aventure de vie qui va, il faut le dire, chambouler bien des choses dans le foyer, prendre du temps, de l'énergie, demander des sacrifices. L'histoire de nos deux invités du jour, Maud et Laurent, illustre parfaitement les choix parfois difficiles sur sa vie de couple qu'il faut être prêt à prendre pour réaliser ses ambitions et l'impact aussi qu'une association réussie avec son ou sa partenaire de vie peut avoir dans la cadence avec laquelle on construit du patrimoine. Tous les deux passionnés de l'immobilier, séparés de leurs conjoints respectifs et avec des enfants de chaque côté, Maud et Laurent se sont rencontrés il y a 6 ans et ont depuis construit un gros parc immobilier sur lequel se sont ramifiés des business qu'ils gèrent aujourd'hui à plein temps autour de leur famille recomposée. Alors, au cours de l'épisode d'aujourd'hui, on verra comment Maud et Laurent se rencontrent et comment ils se découvrent une complicité, une vision commune, complémentaire dans leur business, comment organiser sa vie d'entrepreneur hyperactif autour d'une famille de 3 enfants pour se challenger et atteindre ses objectifs tout en conservant une vie de famille saine et fonctionnelle. Quels leviers ils utilisent pour continuer à lever de la dette auprès de la banque sur de nombreux projets immobiliers après avoir déjà investi dans des dizaines de lots en seulement quelques années. Pourquoi ils se concentrent sur les immeubles de rapport, quel type d'exploitation, quel niveau de délégation ils choisissent d'adopter. Pourquoi ils se décident à créer d'autres business, dont une laverie automatique, et quels bénéfices insoupçonnés ceux-ci apportent à leur situation patrimoniale, quel montage fiscal ils adoptent également. Un épisode un peu plus long que d'habitude, mais qui couvre beaucoup de problématiques auxquelles tu seras confronté en tant qu'investisseur. Tu l'entendras, on passe un très bon moment avec Maud et Laurent sur cet épisode et il devrait largement t'inspirer et t'encourager à passer à l'action et à te bouger quelle que soit ta situation. Et avant de commencer, un mot de remerciement pour les personnes qui soutiennent le podcast au travers de recommandations auprès des personnes qui pourraient elles aussi bénéficier des enseignements que l'on propose ici, de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou de messages sur Instagram, Twitter ou par mail à paco@investisseur40.com. Bien le bonjour à David qui m'a contacté cette semaine pour me parler de ses projets. Je compte sur toi David pour te lancer, tester ces idées dont tu m'as parlé, ça va marcher c'est sûr. Allez sur ce, on démarre maintenant notre conversation avec Maud et Laurent. C'est parti. Salut Laurent, salut Maud, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Yes, salut à toi. Salut.
Merci beaucoup de prendre le temps de venir nous voir. Ça fait un petit moment que je cherchais à vous recevoir sur le podcast et en savoir un peu plus sur vous. Je vous suis sur les stories Insta nombreuses, etc. Et j'ai toujours avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est vraiment cool que vous ayez pu venir pour discuter avec moi aujourd'hui. Tout est une question d'argent, encore une fois. Quand tu nous as dit faites un podcast, on a dit non. Quand tu nous as dit c'est temps, on a dit on va réfléchir. Et voilà, ça c'est exactement le truc que je pensais qu'on allait garder en off, mais finalement on la laisse. C'est parfait. Non, en tout cas, c'est vraiment un plaisir partagé. Et puis pour nous, c'est la première fois qu'on fait un podcast. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc de le faire avec toi, c'est d'autant plus sympa. Et ben c'est un honneur. J'ai plein de choses à vous demander, évidemment, mais est-ce qu'on peut peut-être commencer par faire une présentation du coup de chacun, en fait, si vous pouvez vous présenter pour les personnes qui peut-être vous connaissent pas encore. Honneur aux femmes. Ma chérie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'auraient pas encore la chance de te connaître? Alors moi, c'est Maude. Donc on est en couple avec Laurent depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Moi, j'ai 2 enfants d'une première union. J'étais, il y a encore pas très longtemps, presque 1 an bientôt, salariée. J'étais conseillère en gestion de patrimoine. Je travaillais pendant une quinzaine d'années dans le domaine bancaire. Et puis, du coup, j'ai tout arrêté juin dernier, donc en juin 2021, pour me consacrer exclusivement à notre patrimoine immobilier, mais également au business que l'on a en parallèle et également à la création et à l'ouverture d'une agence immobilière. Donc voilà. Et puis j'ai 40 ans aussi. Voilà ce que je peux dire sur moi. Non, t'as pas 40 ans déjà. 41. Ok, d'accord. Mon anniversaire est récent. D'accord. Non, mais je préfère préciser qu'on soit. Si c'est un podcast précis, les gens veulent de la précision. Exactement. Tu peux compter sur moi pour le sérieux du couple, Paco. Tu me demandes quand t'as des questions sérieuses. Ouais, ça marche. Bon, alors, de mon côté, je m'appelle Laurent Boutillier. Moi, j'ai 40 ans. C'est pour ça que j'ai rectifié parce qu'on a toujours une petite année d'écart entre les deux. Donc, modèle 82. J'ai eu une enfance avec énormément d'amour de mes parents et pas du tout d'argent. Voilà, il y avait pas un rond. Comme ça pose tout de suite le sujet pour les personnes qui écouteraient et qui pourraient se dire ouais, pour eux c'est facile, c'est easy. Il y a une éducation financière forcément derrière. Je suis parti et je le dis toujours aux gens, si vous partez de zéro, vous avez de la chance parce que je suis parti à découvert. Voilà, je suis parti, j'avais déjà mon compte qui était à découvert, feuille, crayon de papier, c'est comme ça que je suis parti. Donc enfance, énormément d'amour, mes parents croyaient énormément en moi, donc ils m'ont mis forcément en avant. Ils m'ont dit que j'étais le meilleur tout le temps, même si j'avais pas forcément toujours les meilleures notes à l'école, pour eux j'étais toujours le meilleur. Donc ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi. Donc aujourd'hui j'ai une grande confiance en moi. Et c'est rare à l'entendre parce qu'on entend souvent des gens qui disent ouais j'ai pas confiance en moi, etc. Moi je le revendique, c'est vrai que je me sens à l'aise avec qui je suis et du coup ça m'a aidé à m'épanouir. Voilà, donc ils m'ont jamais rien donné en termes d'argent, mais par contre je me suis démerdé, donc j'ai commencé en distribuant les journaux dans les boîtes aux lettres. À l'époque je mettais une cagoule, une écharpe et un manteau pour pas qu'on me reconnaisse. Et puis dans les rues le soir j'allais mettre les journaux et les prospectus. Et je faisais comme ça, à l'époque c'était en francs, on était en 99, et je gagnais 650 francs par mois, en plus donc de mes études. Donc je suivais un BTS technico-commercial, et à la sortie de ce BTS que j'ai eu haut la main, puisque je me suis découvert d'une passion pour le commerce. C'est-à-dire que j'étais pas très bon dans d'autres matières, mais au niveau commerce, j'avais des facilités. C'est-à-dire que j'étais capable de faire comprendre aux gens qu'ils avaient besoin d'un produit, alors qu'une heure avant de me connaître, ils ne connaissaient même pas. C'est un très très bon négociateur, Laurent. Voilà. Vraiment il est excellent. Là pour le coup. Donc ouais. ayant pris conscience en fait de cette qualité, je me suis mis à la développer en créant une société dans le bâtiment. J'ai employé 22 salariés qui travaillaient pour moi. Ça fonctionnait très très bien. J'ai revendu cette boîte et avec cette boîte, j'ai créé une autre boîte dans le transport où là, j'avais un terrain à côté de l'aéroport et je louais des places de parking pour les gens qui souhaitaient ne pas se garer à l'aéroport. Donc l'idée, plutôt que de payer 100 balles les 3 jours, ils payaient chez moi 40 balles, ils venaient se garer, on les emmenait devant le terminal, ensuite on allait les rechercher, on les ramenait à leur voiture. Le concept a super plu, on était en 2012. Et du coup, l'émission Capital est venue filmer. J'ai eu un reportage dans cette émission. Ça a cartonné sévère. Du coup, j'ai embauché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chauffeurs. Et ça a explosé comme ça. Et en parallèle, j'ai continué à investir
J'ai rencontré ma chérie. C'était il y a 6 ans. Et là, par contre, le business fonctionnait très très bien, mais j'avais construit une prison dorée parce que avec des horaires très extensibles. Ouais, c'était la folie furieuse. Tout à fait. Je me levais à 5 heures du matin pour ouvrir à 6 heures, parce que les avions partent tôt. Ouais. Et si les avions n'étaient pas en retard, je fermais à 23 heures. Et après, bien évidemment, il allait faire une petite course à pied à 23 heures. Ouais, on n'oublie pas ça. On n'oublie pas, surtout. Et j'étais le seul à courir à 23 heures. Voilà, les gens bah, devaient complètement tarés, le mec. Du coup, je mangeais, j'allais me coucher, et le lendemain, je remettais ça. Et donc, quand vous êtes rencontrés à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous êtes rencontrés? Ouais, à ce moment-là, ouais. D'accord. Donc toi, tu avais déjà 2-3 ans de cette création, enfin, tu l'as créée en 2012, hein, cette société? Non, en 2012, j'ai créé la boîte en 2014 et je l'ai revendue en 2018. Ok, ouais. D'accord. Vous êtes rencontrés vers 2015, quoi, en fait. 2016. 2016, ouais. Donc toi, ouais, t'étais bien avancé dans cette boîte, tu l'avais bien développé, 9 chauffeurs, tu faisais. Il y avait pas d'ailleurs une concurrence. Enfin, quand tu dis ça, ça me semble évidemment simple, mais il y a les majors, les mecs, enfin les entreprises avec des gros moyens, etc., sociétés de parking et tout, qui t'ont vu faire une concurrence comme ça, ils ont pas chassé, ils ont pas Non, contre-attaqué. en fait, quand j'ai commencé, il y avait vraiment pas beaucoup de personnes sur le secteur, et j'ai été démarché après par One Park, par Travelcar. C'était des startups qui se montaient en fait, et moi j'étais parti au siège, j'étais à la Défense à l'époque avant de partir à Clichy, et j'ai même signé avec un contrat à l'époque. J'étais parti au siège de Ryanair. Et j'avais signé un contrat avec eux, et au même titre que les gens réservaient en fait leur hôtel ou leur billet d'avion ou leur location de voiture, ils pouvaient réserver leur place de parking, et ils arrivaient chez moi en fait. Donc quand tu parles de Ryanair, si j'ouvrais les vannes, parce que c'était moi qui mettais à disposition les places, en une journée ils me vendaient 80, 100, 150 places comme pour rire, quoi. C'était la folie. C'était la folie, mais alors je gagnais très très bien ma vie, je vais pas cracher dans la soupe, forcément, c'était des grosses sommes, mais au détriment, en fait, de ma vie. C'est-à-dire que je ne travaillais plus pour vivre, je vivais pour travailler, en fait. Et là, Maud a été un vrai déclencheur, parce que même elle, en fait, on était en mode drague, tu vois, c'était la séduction, et genre là, c'était du séduction, moi, c'était viens dans ma navette, quoi. Ouais. Non, mais, Pour le voir, j'allais chercher les sandwichs. Et puis on mangeait tous les deux dans la navette, on faisait les allers-retours avec les clients dans la navette. C'était du n'importe quoi en boîte. J'étais avec le téléphone, je faisais ouais, elle me disait ouais, alors dis quoi, on se fait un petit attends, quitte pas. Oui, terminal numéro 2, ok, j'y suis, ok. Alors, dis-moi, tu veux qu'on se voit où? Elle me dit bah plutôt attends, quitte pas. Le FR26 est en retard, ça va. Dis-moi, c'était n'importe quoi. Ouais. Du coup, Il y a des gens qui se construisent cette technique de drague, hein, Laurent. Donc toi, tu l'avais déjà initialement. Ah, c'est naturel, hein. C'est vraiment lui, hein. En fait, pour tout te dire, j'avais avec mon ex-femme, du coup, on venait de se quitter, mais on avait une petite fille et elle avait quelques mois, et genre dans la navette, elle était derrière dans le siège, mais pas le siège enfant, tu vois, genre le dans un siège, un cosy, quoi, tu vois. Et les passagers que j'allais chercher de l'aéroport, ils lui lisaient des histoires et tout, ils disaient oh c'est sympa que votre fille elle vienne, genre avec le biberon. C'était donc là, en fait, si tu veux. Comme le parc immobilier était en train de se mettre en place à côté, puisque moi je continuais à investir, puisque j'avais une grosse capacité de lever de la dette. Là, avec Maud, on a discuté, on a dit mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que on se donne une chance de réussir notre couple et ça passait par le fait de vendre la société ou de la fermer? Ou est-ce que, au contraire, bah moi je continue dans ma boîte, et en fait la relation de couple, elle était juste vouée à l'échec, parce que tu peux pas construire quelque chose en mode on se voit de 23h45 à 5h du mat, tu vois. Accessoirement, on dort un peu, quoi, donc forcément c'était assez restreint. Et pour voilà une vie de couple, mais au-delà de ça, une vie de famille aussi, puisque justement on était en train de construire aussi quelque chose, puisqu'il y a des enfants, on en a 3, donc de cette manière-là, c'était juste pas possible. On pouvait pas continuer comme ça. Et forcément, en étant ensemble, on s'est découvert vraiment une réelle complicité à la fois personnellement, mais également professionnellement, et également dans la passion que l'on a dans l'immobilier. Vraiment, ça s'est fait naturellement. En fait, on n'a pas eu besoin de se parler. Tout ce que l'on fait aujourd'hui dans l'immobilier, même pas que, mais entre autres dans l'immobilier, c'est vraiment, on le fait avec envie. Et puis c'est surtout que on se complète tous les deux vraiment beaucoup par rapport à nos expériences, par rapport à tout ce que l'on sait l'un et l'autre, de par moi mon cursus
ce que j'ai pu faire au niveau professionnel, puisque derrière, moi, j'ai quand même eu, contrairement à Laurent, j'ai fait quand même davantage d'études, puisque j'ai un master 1, un master 2 en ingénierie patrimoniale. J'ai également un master 1 en management public. Voilà, donc tout ça fait que j'ai une certaine expérience plus sur la fiscalité, plus sur la recherche des biens, sur voilà, sur différentes choses, et qui fait que du coup, dès qu'on s'est mis ensemble, eh ben on a développé notre parc immobilier de façon assez importante, vraiment. Même moi, j'aurais jamais pensé qu'on puisse acheter autant. Si on m'avait dit qu'aujourd'hui que j'en serais là, j'aurais jamais cru d'ailleurs, clairement. Et toi, de ton côté, Maud, du coup, au moment où tu rencontres Laurent, est-ce que tu as fait de l'IMO de ton côté? Ouais, j'avais déjà démarré l'immobilier de mon côté, petit à petit, parce qu'après, ça dépend aussi de la personne avec qui on est au moment-là. Et c'est vrai que moi, dans le passé, bah, j'étais pas forcément avec quelqu'un qui était dans la même optique que moi. Donc souvent, on est à l'image aussi de la personne avec qui on est, ou alors on prend des décisions, mais en tout cas, voilà. Donc moi, j'avançais tout doucement. J'appréhendais aussi l'immobilier via mon métier aussi petit à petit, où j'apprenais énormément de choses, de par les clients que je pouvais avoir, de par le cursus que j'avais pu faire. Et au fur et à mesure du temps, du coup, j'ai investi petit à petit. Donc j'ai démarré, oui, avant qu'on soit ensemble. Ok, ouais, donc au moment où vous vous rencontrez, il y avait des biens immobiliers qui étaient pas, mais il y avait pas forcément une stratégie puisque voilà, vous venez de vous rencontrer. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que vous dites justement, est-ce que vous mettez en place déjà à ce moment-là une vision commune par rapport à la construction de quelque chose dans l'immobilier, ou est-ce que c'est venu peut-être au fil des opportunités, au gré des choses? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai vraiment rencontré la personne qui avait la qualité de mes défauts et vice versa. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Et en fait, ça c'est tout s'est très vite enclenché. Mais c'est comme si en fait toute votre vie vous vouliez plonger dans un grand bain et qu'il n'y avait jamais d'eau, et qu'à un moment donné, eh ben, on vous met la mer devant vous. Alors, vous avez aucune stratégie à vous dire, je vais nager le crawl, la brasse, le papillon, mais vous vous jetez en fait à l'eau juste parce que c'est toujours ce que vous avez voulu. C'est-à-dire que jusque maintenant, nous, on avait la capacité avec nos ex respectifs de parler d'immobilier de 20h à 20h10. Le reste du temps, en fait, on les faisait chier littéralement. Et si tu dépassais l'horaire, on te rappelait vraiment que c'est bon, l'immobilier, on en a parlé tout à l'heure. Là, on était tous les deux. Et genre, tu te réveilles à 2 heures du matin, il y en a un qui est debout, alors ouais, dis-moi, là, regarde, j'ai vu une annonce, machin, bon, le midi, on mange, c'est pareil, l'après-midi, le soir, etc. Donc tout s'est enchaîné. Donc finalement, la stratégie, ça a été de faire ce que l'on pouvait faire, c'est-à-dire que Maud trouvait un truc, j'allais le visiter. En fait, les rôles de chacun se sont attribués de façon complètement naturelle, c'est-à-dire que jamais Maud a dit je vais faire les travaux et elle a marché sur mes plates-bandes. Moi, jamais j'ai dit je vais gérer en fait nos SCI, notre holding, etc. Chacun en fait a pris sa place, et comme Maud elle avait des grandes capacités à préparer des dossiers bancaires en béton. On a levé beaucoup de dettes, donc on a acheté, je me rappelle de l'année 2019 où on achète 17 appartements dans l'année, l'année d'après on en rachète encore une quinzaine, et comme on achetait avec des immeubles de rapport, bah forcément ça faisait des lots en fait, on avait de plus en plus de lots comme ça. La location courte durée, elle s'est présentée à nous en fait parce que En fait, il y a quelques années de ça, on avait démarré la location courte durée, mais vraiment zéro stratégie. On s'y connaissait absolument, on n'y connaissait en tout cas absolument rien à la LCD quand on a tout démarré. C'était du n'importe quoi. Il y avait même une rue balise, la cuisine n'était pas faite. En fait, c'était sur un ensemble immobilier qui est pas très loin d'un aéroport. Et mais on n'avait vraiment rien fait. C'est un ensemble, voilà. Et du coup, on était pour faire un appartement, mais jusqu'alors, on avait démarré c'était une petite suite parentale. Et à côté, bon, après, il faudra voir les images, mais parce que suite parentale, ça fait rêver. Mais en fait, il y avait même pas. Ouais, non, mais oui, bon, voilà. C'est la suite de Brico Dépôt, quoi. Et il y avait l'autre partie. En fait, il y avait que ça qui était disponible. Et il y avait une partie, on avait mis des panneaux ne pas rentrer, puisque c'est là où il y avait le salon, mais vraiment, il y avait rien, quoi. Mais genre une ficelle, quoi. Ouais. Genre les gens. Du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas essayer, puisque c'est dispo. Là, on n'est pas loin de l'aéroport, de mettre une chambre à dispo avec une salle de bain, puisque forcément, on attire beaucoup de personnes qui viennent là juste pour dormir et prendre l'avion. Donc, on met ça en place, mais vraiment zéro stratégie. Hein. Carnage. Et là, une catastrophe, parce qu'on avait plein de demandes, donc plein de réservations, mais pas de femme de ménage,
pas d'automatisation, Pas donc de ça veut boîte dire à clé, pas de boîte rien. à clé. L'autre, ouais, je viendrai par le train de 18h. Et moi, comme un con. Ah ouais, bah oui, bah 18h, c'est bon. Hein. Voilà. Donc, il restait à 18h, sauf que la personne, bah, elle ne prévenait pas, Elle et puis elle partait arrivait, manger. voilà. Et elle arrivait vers 21h, donc nous, bah, enfin, surtout toi, hein, t'attendais. Voilà. Puis moi, je m'énerve pas très vite, mais bon, au bout de 5 minutes, je suis déjà bien énervé quand même. Voilà. Sans compter, bah, après le ménage le lendemain. Et puis, accessoirement, moi, j'avais mon activité. Et puis, on avait aussi l'activité de transport. Le parking, ouais, voilà, c'était en même n'importe temps, quoi. accessoirement. Donc, du coup, on a fait ça pendant pas très longtemps. Non, 3 semaines, je crois. Ouais, parce que vraiment, on en avait ras-le-bol. Hein, 3 semaines, complet 3 semaines. C'était n'importe quoi. Ouais. Donc, on a stoppé parce que zéro stratégie. En fait, on devenait vraiment esclave du truc. Enfin, c'était juste pas gérable. Donc, on a stoppé. Et on a enlevé, du coup, enfin, on pensait avoir enlevé. On a mis enlevé. en pause. Oui. On a mis en pause l'annonce. Sur Airbnb. Et donc, bah, quelques années, enfin, je sais plus combien de temps. Non, quelques mois, les gens nous envoyaient des messages pour en nous savoir disant, si c'était disponible. ouais, votre logement, il est fermé, mais c'est pas possible quand même de le louer. Voilà. On dit, c'est quoi, même si sur l'agenda, c'est marqué que c'est fermé, mais il y a des gens comme ça qui tentent, on ne sait jamais. Et en fait, on n'en reçoit pas qu'une, on en reçoit plusieurs à la suite. On se dit, bah, attends, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a quand même de la demande. Allez, on remet ça, mais différemment. C'est-à-dire que là, on commence à se professionnaliser un peu plus. Automatisation, boîte à clés. Mais on faisait encore les ménages nous-mêmes. Ouais, et on faisait encore les ménages nous-mêmes puisque bah on savait pas trop comment ça allait prendre. On teste le truc. Après, nous, on part toujours du principe que quand on teste quelque chose, on aime bien maîtriser tout de A à Z, de façon à se dire, voilà, on sait ce qui se passe. On sait aussi comment l'inculquer si on doit le déléguer à quelqu'un. Enfin voilà, on a besoin de maîtriser ça. Du coup, on en met 1, on en met 2, on en met 3, on en met 4, on en met 5. Et genre là, on commence à faire des ménages tous les jours. Tu vois, genre Maud a fait les toilettes, moi je fais la salle de bain, fait ça. Mais genre 5 appartements par jour en plus de son travail à Maud et en plus du mien, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'entre-temps, cet ensemble immobilier, finalement, on l'a vraiment créé. C'est-à-dire que là, on a créé, parce que c'était des plateaux, on a créé des appartements, etc. Donc, il s'est passé des choses entre le tout démarrage où on a testé la LCD et puis vraiment la mise en place de la location courte durée, mais de façon beaucoup plus intense. Donc, on a créé ces fameux appartements dans un même ensemble. Et du coup, c'est vrai que là, on devenait, ça devenait d'une grande n'importe quoi, parce que on avait nos activités, plus ça, c'était pas gérable. Donc, on était passé de 0 à 42 000 euros de chiffre d'affaires sur un ensemble immobilier. Là, on se dit, bah attends, quand même, 42 000, on est que sur Airbnb, on n'est même pas sur Booking, on fait le ménage nous-mêmes. Enfin, c'était vraiment une machine à cash, le truc. On s'est dit, waouh, mais par contre, on nettoyait la merde des gens, on allait laver les draps, on les faisait sécher à la maison, laisse tomber. Parce que quand tu fais le linge chez toi, tu vois, chez toi, tu changes tes draps une fois par semaine, tu nettoies tes serviettes et tout, donc tu gères, t'as un séchoir, tout ça. Quand tu fais 5 ménages par jour sur 5 lits plus 4 serviettes, ça fait 20 serviettes plus machin. Nous à la maison, mais les gens ils nous disaient mais là pourquoi sur la porte de ma chambre il y a un drap qui sèche, pourquoi ma sœur c'est n'importe quoi. Vous êtes commencé par les immeubles de rapport ou la LCD ou autre quand tu parlais en 2019 là de immeubles de rapport. D'accord. On est toujours en 2019 là du coup sur cette exploitation LCD là. Non, LCD c'était 2018 puisque j'ai fermé en 2018 le parking. Ouais. Donc on était déjà en LCD. 2018 on avait déjà fait de la LCD et quand on a testé ça devait être de fin 2016 début 2017. À peu près ça. Ah, ok. Donc c'est le tout premier pas quoi finalement de la nouvelle. D'accord. Pour la LCD, on parlait d'une anecdote, mais bien évidemment nous à la base on achète des immeubles de rapport. Ah ouais, moi le premier investissement immobilier octobre 2001, le premier. Mais on a enchaîné 2007, 2009, 2015, 2017, 2017, ça a tapé dans le parc. Mais en fait, si tu veux, le truc qui est important de comprendre, et ce que je dis toujours aux gens, moi, c'est que si vous faites rien, il vous arrivera rien. Mais en mal et en bien. C'est-à-dire que nous, cette histoire, tu vois, moi, le parking de l'aéroport, si je fais un petit flashback vite fait, j'avais une boîte dans le bâtiment et en fait, j'étais pas loin de l'aéroport. J'avais un bâtiment que j'avais acheté et avec une SCI, je le louais à ma société. Et ma secrétaire, elle me dit ouais, Laurent, là il y a des gens qui veulent garer leur voiture dans notre parking pour aller à l'aéroport. Genre ma société, elle était à 3 km de l'aéroport. Je dis mais non. Après j'ai un troisième et à la fin de la journée, je rentrais et j'avais un calendrier
un cahier, pardon, sur lequel il y avait tous les appels de la société, et j'avais limite plus de demandes pour des gens qui viennent mettre leur voiture que des gens qui veulent des devis pour du chauffage, tu vois. Donc là, je commence à écouter, je dis, bah, écoute, on ouvre. Et je dis, on demande 5 euros par jour aux gens et ils garent leur voiture. Et genre, en l'espace d'une semaine, on prend 60 voitures. Les gens, ils mettent leur voiture et ils partent à pied avec leur bagage à l'aéroport. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, du coup, là, bah, de fil en aiguille, j'ai trouvé un terrain, j'ai passé une licence de transport de personnes, de 9 personnes incluant le chauffeur, auprès de la FTF Team. J'ai créé donc la société, etc. Et ça s'est fait. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais rien décidé, en fait, jusque maintenant dans ma vie. C'est-à-dire que l'histoire des énergies renouvelables, c'est venu à moi, en fait. Il y avait un crédit d'impôt, les gens voulaient ça, j'ai fait une foire, j'ai créé une société, je suis rentré dedans, ça s'est fait, j'ai développé la société, j'ai embauché des gens. Derrière, j'ai revendu, les gens sont venus à moi. Après, il y a quand même une histoire d'idée. Enfin, il y a quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est juste d'écouter. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont venus pour mettre leur voiture sur le parking. Ça aurait été con de ma part, tu vois, de me dire, il y a des gens, on cherche tous à faire du business, on cherche tous à développer des choses, on cherche tous avec des nouvelles idées. Mais il y a des choses qui sont juste devant nous, en fait. Quand avec Maud, on a créé le Airbnb, le mec, on le ferme. Il y a des gens qui nous envoient des messages pour dire, est-ce qu'on peut venir? Mec, c'est fermé. T'écoutes, ouais, tu suis complètement la demande, c'est ça. T'écoutes le gars qui te demande et tu y vas à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit, du moins, on va dire, pour attirer ces opportunités, il faut avoir l'esprit ouvert à ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément. Mais, exactement. Après, je sais que Laurent, c'est quand même quelqu'un qui est très autodidacte. Hein. Il est aussi, enfin, il a beaucoup d'idées, il en a 50 000 à la journée. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi ça qui a permis. Et puis après, il faut aussi avoir le cran d'ouvrir des sociétés, de prendre le risque, hein, parce que quand on fait tout ça, on prend des risques. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout ça aussi qui sont à prendre en compte. Hein. Non, mais pas de risque, pas de gain. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. Ça part de là. Hein. Ouais, ça, c'est évident. Tout est lié. C'est-à-dire que si demain, tu veux, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le sport, que ce soit, si tu veux des résultats, ça passe par, à un moment donné, une prise de risque. Alors, maîtriser. Moi, le fait d'être avec ma femme, qui a un profil gestionnaire, et moi qui ai plutôt un profil fonceur, fait qu'aujourd'hui, dès que j'ai une idée, on mesure le risque. Et puis en plus, on a 40 ans. À 20 ans, j'avais envie de te dire que le business plan, je le faisais après avoir démarré le business. Ouais. Maintenant, c'est ceinture bretelle. C'est-à-dire que on veut bien sauter au parachute pourvu qu'on ait 3 parachutes, que le mec il ait déjà 5000 heures, pourvu qu'il ait une altitude respectée, pourvu que bon. Eh ben, en fait, tout s'est présenté. Et même quand on a acheté, en fait, on était en vacances, Maud, elle trouve un truc, on visite, ça s'est fait. Oui, nous, mais en fait, on a quand même fait la démarche de vouloir chercher quelque chose. Toujours. Voilà. Et sur cette stratégie, enfin sur les investissements immeubles de rapport et notamment donc en 2019 quand il y a eu ces grosses séquences là d'achat où vous dites à peu près 15 apparts, c'est ça, 17 en 2019. Ouais. 17. Est-ce que à ce moment-là, j'ai l'impression la jonction elle s'est fait comment, dans le sens où j'ai l'impression en vous écoutant quand même et ça confirme un peu ce que j'ai pu entendre aussi de personnes qui ont des sociétés et qui après réinjectent dans l'immobilier, c'est un truc assez puissant en fait parce qu'il y a du cash qui sort de sociétés. Et qui est différent de quand tu fais du leverage, quand tu fais du levier pour faire de l'acquisition immobilier locative et que tu te bases sur un salaire typiquement. Est-ce que pour vous, vous avez senti que justement au moment où vous vous êtes dit ok maintenant on enchaîne et vous aviez la même stratégie, la même vision et on y va, il y avait quand même un bon soutien du fait que la société que tu avais peut-être créée Laurent, t'a permis justement d'aller plus vite, d'accéder plus vite dans l'acquisition de ces biens-là en immeuble de rapport notamment et tout ça, ou pas du tout? La stratégie, en fait, elle est changeante. C'est-à-dire que la stratégie qu'on a quand on démarre, elle est bonne, mais elle est bonne qu'au démarrage, en fait. On ne peut pas garder la même stratégie avec le fameux taux d'endettement, avec les salaires, etc. La création d'actifs, elle a été pour nous, mais juste indispensable. C'est-à-dire que on allait en banque, je me rappelle de rendez-vous où Maud avait tout préparé. Et franchement, Maud, elle a vraiment un vrai talent pour les dossiers bancaires. C'est-à-dire que tous les cours qu'on donne aux gens, à un moment donné, ils sont bloqués et Maud, elle vient trouver des axes en disant c'est l'état civil qui va pas, c'est plutôt le business plan qui n'est pas bon. Et nous, de notre côté, on est arrivé en banque, à la fin, on avait des trucs du genre vous avez trop de revenus locatifs. Quoi? Ouais. En fait, vous avez tellement de revenus locatifs que vous êtes redevenu un risque pour nous parce que les business avec les revenus réguliers, vous les avez plus. En fait, l'immobilier était devenu tellement pas important pour nous dans nos revenus qu'on redevenait un risque pour les banques. Donc, il a fallu
qu'on recrée des actifs. Il a fallu qu'on revoie notre stratégie. Nous, ça passait par le fait de créer une société de consulting, créer une agence immobilière, créer une laverie automatique, créer des business, en fait, qui viennent rajouter au pot, qui nous permettent de pouvoir relever de la dette. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était le fait de stopper les différés pour pouvoir rentrer en capitalisation, donc amortir les biens, pour pouvoir montrer à la banque aussi que aujourd'hui on était capable avec nos rentrées locatives de créer du cash, mais du vrai cash flow, pas un cash sur le papier parce que tu as un différé et que tu fais de la LCD, parce que forcément on le sait aujourd'hui, tous les gens qui font de la coloc ou de la LCD, même s'ils sont complètement cons, ils font du cash parce que en fait c'est tellement optimisé, genre tu as 30 locataires dans le mois, si tu fais pas de cash avec ça, c'est que le ticket d'entrée il était complètement fou, quoi. Et donc, quand tu dis, c'est intéressant, quand tu dis que tu as arrêté les différés, donc là, tu veux montrer typiquement à la banque que tu rembourses, que tu as du capital, et que tu rembourses du capital et pas juste des intérêts. Ça veut dire que tu mets un peu en silence ou en pause, en fait, le cash flow parce que tu en as pas besoin, peut-être foncièrement, parce que la banque a pas besoin forcément de l'apport, elle veut juste que tu aies du capital, du patrimoine. C'est ça et ça se fait sur combien de mois, en fait? Est-ce que vous avez dû, du coup, attendre un peu le temps que tout ça se mette en place pour après enchaîner? Parce que c'est vrai que ça paraît beaucoup d'acquisitions en un coup, tu vois. Mais en fait, il faut savoir une chose, par contre, même alors quand on a le différé, clairement, ouais, ça c'est forcément on se crée un gros matelas de trésor, ça c'est sûr. Maintenant, il faut savoir aussi que tous nos investissements qu'on a pu faire, quand on est en amortissement, ce qui est le cas aujourd'hui pour tout ce qu'on détient, on a du cash flow positif, hein. Donc en fait, quand on était en différé, ça s'y prêtait parce que tout simplement on était en travaux, hein, clairement. Mais aujourd'hui, forcément, on a à chaque fois du cash flow, quand bien même on est en amortissement. Ça, c'est indispensable. On ne fait aucun investissement si on n'a pas un cash flow positif derrière. Et ça, en fait, on l'a pas inventé. C'est-à-dire que je me rappelle, on était en mastermind, c'était l'année dernière. On appelle la banque pour un nouveau projet. Et cette banque, elle nous dit, voilà, moi, je vous suis sur 2 lignes de crédit. On avait 500 000 dans cette banque sur 2 lignes de crédit, deux petits immeubles. Et on était en différé de prêt. Et moi, j'appelle la banque et je dis, voilà, on a un nouveau projet. Est-ce que vous nous suivez? Et en fait, le directeur de l'agence, il nous dit, moi, je veux bien vous suivre. Par contre, là, vous êtes un trop gros risque parce que vous êtes en différé et on n'a pas commencé à amortir. Donc, si vous stoppez le différé et que vous commencez à rembourser vos mensualités, moi, je suis capable de vous ressortir une ligne. C'était 250 ou 300 000. Parce que aujourd'hui, vous rentrez en amortissement et du coup, j'ai la capacité de pouvoir vous... OK. Donc, on a découvert à ce moment-là qu'effectivement, le fait d'avoir un différé de prêt, ça nous permettait de pouvoir faire nos travaux parce qu'on ne prend pas un différé de prêt pour le fun, hein, c'est pour faire nos travaux. Derrière, ça nous permet de pouvoir tester la vacance locative en prenant le temps d'avoir un bon casting de locataires et en mettant des gens en place. Derrière, ça nous permet de prendre un petit peu de mois de cash et de trésorerie, mais on va jamais au bout. C'est-à-dire que nous, ce que l'on veut, et on a plus d'intérêt à aller lever encore de la dette que de se satisfaire d'un cash flow. C'est-à-dire que là, on était sur une opération avec 6 000 euros de rentrée locative, 2 200 euros de crédit. Avec les charges, on est à 2006, si je mets le foncier, la PNO, etc. Donc, on avait un beau cash flow. Par contre, je veux rentrer en amortissement, donc je veux commencer à capitaliser, parce que si j'y vais, on me reprête 250 000, et c'est pas avec mes 2 000 ou 2 500 euros par mois de cash flow, en attendant, si je fais rien, que je vais gagner. Je préfère avoir moins de cash flow, mais avoir plus de lignes de crédit pour pouvoir m'agrandir beaucoup plus vite, que du coup de me satisfaire de ce petit cash flow. Ouais, c'est intéressant, mais du point de vue de la banque, je me dis que oui, je comprends ce que tu dis, mais d'un côté, quand tu dis à la banque, ok, maintenant je vais oublier ce différé et je vais amortir, ça lui plaît parce qu'on commence à amortir. En revanche, c'est vrai que tu commences à t'engager à ça, mais t'as pas amorti grand chose pour le moment encore. Et donc c'est à partir de 0 jusqu'à plus tard, tu vois. Et du coup, la banque, est-ce qu'elle préfère pas, après je sais pas si vous avez la réponse d'ailleurs, mais est-ce qu'elle préfère pas justement que avec ton différé, tu fais du cash et que du coup son compte en banque grossit, c'est qui est bien pour elle, tu vois, à contrario de ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai un peu moins de cash flow, mais j'amortis plus, tu vois. Est-ce que mais après c'est pas la situation normale d'être en différé pour la banque. Elle a besoin aussi de voir si dans une situation normale tes comptes se gèrent, que voilà les loyers rentrent bien comme ça a été notifié au démarrage. Et puis il faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on est pleinement propriétaire du bien quand on a fini de rembourser le prêt. C'est ce qu'on recherche à la finalité. Il faut pas l'oublier aussi, plus on tarde de le faire, plus ce sera long pour pouvoir être pleinement propriétaire du bien. Donc sincèrement, pour la banque, elle a aussi besoin d'être rassurée de voir que dans une situation normale, c'est-à-dire qu'avec un remboursement de prêt mensuel normal où on a d'amortissement et des intérêts,
bah voilà, l'opération est viable et que on rembourse bien comme il faut le prêt ainsi que les charges, etc. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a continué à développer nos actifs. C'est pas parce qu'on est rentré en amortissement et qu'on avait les mêmes rentrées en fait que la ligne, d'un seul coup la banque nous dit vous avez amorti, ok, je vous prête 250 000 de plus. C'est que nous on amortit les biens le plus rapidement possible quand on le peut. On est multibancarisé. Quand on va voir une autre banque et qu'on lui dit on a déjà 10 chromes sur 10 immeubles, mais par contre on n'a pas encore commencé à les rembourser. Hein. Vous pouvez nous prêter pour un nouveau? Ils vont dire, attendez, c'est quoi le modèle économique que vous êtes en train de mettre en place, monsieur là? Je comprends pas. Donc en fait le truc c'est que nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a été en banque. La banque nous a dit on peut vous prêter tant. On a dit ça c'est une bonne nouvelle, on prend. Donc on prend. On a demandé, par contre, avoir la capacité de ne pas payer d'intérêt si toutefois on remboursait plutôt que prévu notre prêt. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de pouvoir avoir un différé partiel, puisque il fallait aussi qu'on ait des charges, vu qu'on fait beaucoup de cash, on est très vite bénéficiaire, parce que toutes nos sociétés sont bénéficiaires, il nous fallait des charges. Bon. Ensuite, une fois qu'on a eu ça, on a commencé à l'avoir. On en a eu 1, 2, 3. Vous allez voir une banque. La banque, ensuite, elle vous dit, vous avez trop de revenus locatifs, donc il nous faut plus d'actifs. Nous, on a développé consulting, on a fait du chiffre d'affaires, l'agence immobilière, la laverie automatique, plus d'autres sociétés. Une fois qu'on a eu ces actifs supplémentaires, cette fois-ci, les revenus immobiliers qui étaient très hauts, je fais des gestes, mais on voit pas, on est en podcast. Les revenus immobiliers qui étaient très hauts, on les a compensés en augmentant nos actifs. Ce qui veut dire que la banque, cette fois-ci, regardait, nous disait, OK, j'ai Laurent et Maud qui étaient en différé. Donc, ils ont beaucoup de trésorerie sur le compte. Maintenant, ils sont capables de rembourser. Et en plus, j'ai plus d'actifs de l'autre côté. Ce qui veut dire que j'ai des rentrées locatives, le projet est bon, il y a de la trésorerie. Et en plus, ils ont les capacités aujourd'hui de pouvoir s'endetter puisqu'il y a plus de rentrées. Tu vois? Donc, en fait, ça a été juste le principe à chaque fois d'avancer par palier, tu vois, un petit peu comme un Interville. Le mec à la fin quand il veut grimper, tu vois, sur le mur, s'il met très haut d'un côté droit, il se casse la gueule à gauche. Donc il fallait qu'on fasse un côté à droite, un côté à gauche, un côté à droite, un côté à gauche. Et comme ça on a réussi à monter parce que sinon à un moment donné tu déséquilibres et en fait c'est château de cartes quoi. Mais on pouvait pas se retrouver avec 17 biens, avec 17 crédits et avec rien de remboursement, et tu vas voir la banque, tu dis bonjour, j'ai créé une laverie automatique qui me génère 100 balles de chiffre d'affaires par jour, comment ça, vous voulez pas me prêter? Attendez, vous êtes des escrocs? Non, il faut aussi, tu vois, rester sérieux on parle d'immobilier, donc on parle de sérieux, quoi. Ouais. Non, c'est super intéressant, et justement, ça me venait, parce que je voulais poser la question par rapport au lavomatique, enfin, la laverie automatique, si c'était aussi un business qui était dans cette optique, principalement quand même de faire un peu de chiffre à côté, ou est-ce que c'était vraiment un business rentable pour vous? Alors, à la base, vraiment, c'est parti d'une histoire. En fait, c'est un ensemble immobilier. C'est un local où quand on avait acheté cet ensemble immobilier, d'ailleurs, ce local-là, il était loué. Un magasin de jeux vidéo. Cette personne a décidé d'arrêter puisqu'elle voulait préférer plutôt continuer son business via Internet. Et du coup, on a cherché d'autres personnes. Bon, bref, on a eu d'autres locataires en place. Après, c'était assez compliqué. Population assez compliquée puisque on est sur des petits loyers avec un local qui fait à peu près 35, 40 mètres carrés. Bon, voilà, on en avait un petit peu marre. On a même eu à un moment un tatoueur qui était très bien. Mais bon, ça a duré une semaine. 48 heures, je crois. Ouais. Le temps d'un tatouage. Ouais. Parce que du coup, il y avait une association, c'était 2 nanas qui voulaient s'associer. Finalement, l'association se passait pas bien. Bon, bref. Donc après, rebelote, etc. Donc on en a eu marre de chercher. Puis on s'est dit, attends, on a quand même pas mal de locations courte durée dans cette ville-là. Il y a les femmes de ménage, il y a l'histoire des draps. Où on sait que les draps, ça peut être parfois un peu compliqué. Et puis comme ça nous appartient, pourquoi on créerait pas une laverie? On sait qu'il y a de la demande là où c'est situé, parce que bien évidemment, il y a une étude de marché qui a été faite au préalable. Et puis on s'est dit, vas-y, on met la laverie. Comme ça, on est notre propre locataire, donc on va être d'accord avec nous-mêmes normalement. On n'aura pas de problème de loyer non plus. Et puis, on va mettre ça en place. Mais ça, c'était l'optique en fait de se dire que on crée un microcosme avec tout ce que l'on détient, puisque c'est vrai que ça fait partie d'un groupe de sociétés avec une holding. Et du coup, d'avoir cette laverie, ça permettait aussi de faciliter les choses pour les femmes de ménage, d'avoir un business qui après on est au démarrage de la laverie, donc on n'a pas d'antériorité, on va dire, sur une rentabilité. Voilà, généralement on va parler de rentabilité au moins si on a fait 1 ou 2 ans de chiffres. Là, ce qui est pas le cas, on est plutôt à 3 mois. À 3 mois. Donc du coup, voilà, forcément. En fait, c'est vraiment le tout qui fait l'ensemble dans nos business. Et nous, on est partisans
diversification. Ouais, tout ce qu'on C'est-à-dire fait, que on diversifie tout. on a notre pilier business qui nous rapporte du fric, qui nous permet de pouvoir lever de la dette pour développer notre pilier immobilier. Et avec nos revenus de l'immobilier, on vit et on place notre argent sur notre pilier bourse. Voilà. Donc c'est comme ça une boucle en fait qu'on a mis en place et qu'on essaie d'optimiser, mais tout part du business. C'est-à-dire que quand les gens se posent la question, ils se disent ouais, j'hésite entre la bourse, l'immobilier ou créer une société, je sais pas ce que je vais faire. En fait, tout a un ordre. C'est-à-dire que dans la vie, il faut gagner du fric pour pouvoir en lever et s'endetter et pour pouvoir l'optimiser. Ça part de là. Bon, alors il y a des gens qui commencent par la bourse et j'ai rien contre. Moi, je connais quelqu'un qui a vendu sa baraque, il a acheté 300 000 euros d'actions à dividendes et tous les mois, il fait 2000 balles. Ok, d'accord. Mais quelle est la capacité derrière? Parce que moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte et comment on peut grandir de ça. C'est-à-dire que les rentiers de l'immobilier qui gagnent 2000 euros par mois et qui n'ont pas de capacité de pouvoir réinvestir sont pour moi des rentiers, mais à l'instant T. C'est-à-dire que y a rien de plus compliqué dans une vie que de stagner. Moi, je préfère gagner 1000 balles pourvu que j'ai un potentiel de gagner 1005 dans les mois ou les années à venir. Si tu me donnes tout de suite 1005 et que tu me dis que je pourrais plus aller plus loin et que je suis au plafond, la vie ne m'intéresse plus en fait. Donc, c'est le tout qui fait l'ensemble, c'est-à-dire que comme le disait Maud justement, nous, on payait 10 euros dans le forfait ménage. Il y avait 10 euros qui étaient consacrés au linge. Et quand je dépense 2 euros dans la laverie, moi, ça me coûte, en termes d'eau, électricité, amortissement, etc., 10 centimes. Donc, mes jetons de 2 euros, il m'en faut 5 pour pouvoir faire 10 euros de lavage, donc 50 centimes. Donc déjà, j'ai réduit de 10 euros à 50 centimes, donc j'augmente ma rentabilité sur la location courte durée, donc mon pilier immobilier augmente. Quand je crée ce business, je me crée un bail entre ma SCI qui est propriétaire du local et ma société, 500 euros de loyer par mois, j'augmente mon pilier immobilier sur la SCI qui est propriétaire. Et ensuite, ce business qui tourne aujourd'hui, qui va continuer à augmenter, est revendable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis 100 000 euros sur la table pour la laverie. Demain, si elle fonctionne, on vendra la rentabilité. C'est peut-être un business qu'on peut revendre 120, 130, 140 000 dans 6, 7, 8, 9, 10 ans et continuer à toucher nos loyers. Et en plus, nous permet d'aller lever de la dette auprès de la banque. Parce que dans cette banque, comme on va faire des bénéfices avec cette société, demain, on aura l'occasion peut-être de faire une deuxième laverie ou un autre business à 100, 150 000 ou d'aller ouvrir quelque chose. Donc, encore une fois, c'est pas ça qui nous rendra riches, mais c'est ça qui nous rend moins pauvres. C'est-à-dire que le fait d'avoir une laverie automatique, le fait d'avoir de l'immobilier, une société de consulting, une agence immobilière et d'autres choses qu'on met en place, fait qu'on est diversifié. Il peut y avoir une merde dans une boîte, ça nous mettra pas par terre, on n'a pas tous les œufs dans le même panier, mais surtout quand on arrive en banque, aujourd'hui Laurent et Maud, ok, il y en a un petit peu partout. Donc on peut prêter parce que le risque est forcément lissé. Et ça, ce qui est intéressant en plus de diversifier, c'est quand même la synergie, et tu viens de l'illustrer tout à l'heure avec tout de suite là avec la laverie automatique et comment en fait les uns payent les autres et que finalement c'est un truc bénéfique au système en son ensemble. L'agence IMO et consulting, c'était dans le même esprit aussi, c'était en synergie avec vos activités ou Exactement. Et puis alors l'agence immobilière, moi on pouvait l'ouvrir parce que de par mon cursus, j'ai la carte T, la carte G, parce qu'on peut pas ouvrir une agence immobilière comme ça. Clairement, et puis en plus c'est très très juridique. Enfin voilà, il y a tout un process quand on veut avoir une agence immobilière. Donc ça on peut parce que voilà, moi j'ai un cursus qui nous permet de. Mais c'est aussi au-delà de ça, c'est que ça rentre toujours dans ce même schéma. C'est toujours la même chose, et on part toujours du principe que tous les business que l'on fait, on achète toujours les locaux. On est toujours propriétaire des locaux dans lesquels on met des business. Clairement. Nous c'est McDonald's nous. Non mais dans tout ce qu'on fait, c'est vrai parce que pour nous c'est important de se dire que demain on a envie d'arrêter l'activité ou on a envie de la revendre. On peut toujours la revendre, mais on sera propriétaire des murs. Donc, quoi qu'il arrive, on aura un loyer qui nous sera reversé, nous, en tant que propriétaire des murs. Voilà, tous les business que l'on fait, c'est toujours sur ce même schéma et ça vient se rajouter. Après, l'agence immobilière, c'est pour nous, c'était une évidence. On va dire, on ferme la boucle puisqu'on est des vrais passionnés d'immobilier. Donc, on s'est dit, on va avoir cette agence immobilière. Et la société de consulting, en fait... Encore une fois, c'est à quel point on fait pas grand-chose en fait. Les gens des fois nous disent waouh, vous êtes plein de sociétés et tout. En fait, j'ai commencé Instagram pendant 1 an. J'ai fait un live par jour. Donc je suis monté de 2000 à 10 000 abonnés, je crois, en faisant un live par jour. Et tous les jours, en fait, je me filmais dans la voiture sur le trajet du retour. Et j'expliquais, je disais aux gens, voilà, aujourd'hui je suis en train de traverser des merdes, ça va pas.
Ouais, parce que ça, c'est une chose importante pour nous, c'est qu'on montre ce qui va bien, mais on montre aussi, surtout, quand ça va pas. Parce que tout ce que l'on fait, bah, c'est pas que le tout beau, hein. Forcément, on traverse des moments où c'est plus compliqué. Surtout l'immobilier, il y a tout le temps, mais très régulièrement, des aléas. Encore aujourd'hui, on a été contacté par un locataire parce que il y a de l'eau qui coule un petit peu. Enfin bref, donc on sait d'où ça vient, on va régler le problème. Mais ça fait partie du lot, c'est comme ça, on le veut. Mais on le sait. Mais voilà, et ça c'est quelque chose pour nous, c'était important aussi quand on parle de ce que l'on fait, quand on montre ce que l'on fait, on montre aussi ce qui va pas, pour que les gens aient conscience de ça avant de s'embarquer. Et si en plus on peut contribuer finalement à pouvoir solutionner ces problématiques et éviter à d'autres personnes de les avoir, bah tant mieux quoi. Ouais. Donc un live par jour. Au bout d'un an, je vois la communauté et je reçois des messages de gens qui me disent waouh, c'est ouf, comment vous arrivez à enchaîner des investissements, c'est top ce que vous faites, j'adore les travaux, machin, etc. Donc, bah là, moi, je dis à Maud, allez, je prends une semaine, je me filme, je crée une formation avec toi et Mais parce qu'il y avait de la demande aussi. ouais, bien sûr. Et en fait, pendant une semaine, on a créé la société de consulting, on a pris un abonnement chez LearnyBox. On connaissait rien du tout à ça, hein. Et on a fait des films. Maud, elle a fait les checklists, elle a fait toutes les annotations, les PDF, etc., machin, ceci, cela. On a créé. Et on n'oublie pas que j'étais toujours avec mon activité de salarié. Voilà, en plus. Ah ouais, ah ouais, est-ce que t'as quitté quand, toi, Maud, finalement? En juin 2021. Ah ouais, donc tout récemment, quoi. Voilà. Et puis accessoirement aussi une vie de famille à gérer. Voilà. Voilà. Tous les projets immobiliers en même temps. Voilà. Et du coup, moi, j'avais encore le parking aussi, donc il fallait que je prenne une semaine. Et du coup, cette formation, on l'a sortie. Dès les premières heures, on a vendu des formations et les gens étaient là et ils se sont pris de passion. Mais ils ont pourquoi investi. On l'a fait, c'est parce que vraiment il y avait une demande. Sinon, je pense pas c'est qu'on nous le demandait très régulièrement parce on est des gens de terrain. On a besoin d'être sur le terrain, clairement. Et on nous demandait souvent, est-ce que vous avez pas des conseils, est-ce que vous avez pas une formation, tout ça. C'est pour ça qu'on en est. Mais ça revient à ce que tu disais d'ailleurs au début, finalement. On fait parce qu'on fait. Parce qu'il y avait cette demande. Mais ouais, mais encore une fois, le truc, c'est que si j'avais pas pris mon téléphone, si j'avais pas créé le compte Instagram, si j'avais pas Internet, si j'avais pas acheté un téléphone, tu vois, le truc, c'est que si on fait rien, on y a rien. Bon, voilà. C'est ce que je dis toujours aux enfants, hein. En disant, ah ouais, mais je sais pas si je vais le faire. Fais-le pas. Il t'arrivera rien de bien et rien de mal. Vas-y, ça va être mieux. Ouais. 100% des chances que t'arrives rien, c'est sûr. Ouais, donc, du coup, parce que, à un moment donné, tu te dis, tiens, allez, je prends le risque que ça marche pas. Et dès lors où tu as ce déclic, ça peut marcher. Et sur la partie justement IMO, vous avez fait de l'immeuble de rapport, de la LCD, donc vous avez des retours d'expérience forcément des unes et des autres en termes d'exploitation, peut-être en termes même de où investir, sur quel public. Où est-ce que vous en êtes revenu aujourd'hui de l'immeuble de rapport ou qu'est-ce que vous conseilleriez en fait? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le meilleur des deux mondes? L'immeuble de rapport, c'est le truc qui fonctionne parce que ça a quand même pas mal le vent en poupe. C'est quoi ce que vous pensez par rapport à ça? Ouais, sur l'immeuble de rapport aujourd'hui, c'est l'activité qui permet le plus de se mettre à l'abri. C'est-à-dire que si on veut pas prendre de risques, il faut acheter un immeuble de rapport. Parce que un seul appartement diffus, c'est une chance sur une d'avoir un locataire qui vous paye pas. Et quand vous savez qu'en France, les locataires connaissent mieux que vous les règles, moi je me suis déjà vu avec des locataires, tu te rappelles, la nana à l'étage, là, avec son yinche. On arrivait dans un studio, et genre, on ouvrait la porte, vous avez pas payé le loyer, hein? Moi, j'y vais aller avec la barbe et tout, avoir peur. Oui, écoutez, d'après la loi, moi, je ne paye pas, trêve hivernale, monsieur, recalé, je n'ai pas d'emploi, donc ma mère est en caution, mais ne, et elle nous sort le truc. Mon Dieu, je dis, mais putain, c'est, ok, excusez-moi de vous avoir dérangé quand même, est-ce que je peux vous donner un peu d'argent? Et en fait, le truc, c'est que si on a vu qu'elle, elle nous aurait flingué notre investissement. Et aujourd'hui, on aurait été à la banque et la banque nous aurait dit, mais elle vous paye pas. On aurait dit, non, on sait, on vous prête plus. Et ça se serait arrêté là. Là, comme on a l'immeuble et qu'on a 3 studios, un F2 et un bar au rez-de-chaussée, il y a quelques qui payent pas, ce qui fait qu'on est encore en cash flow sur l'opération et on a pu continuer à avancer. Donc aujourd'hui, la stratégie de l'immeuble de rapport, c'est pas pour nous, c'est la moins risquée. Vraiment. Ce qui permet, en fait, notre principe, c'est toujours de diluer le risque, mais dans tout ce que l'on fait. C'est pour ça que dans les immeubles de rapport, on a à la fois des locaux pro, on fait de la location nue, de la location meublée classique, de la LCD. Enfin voilà, on diversifie toujours notre risque. C'est important.
puisqu'en plus on n'attire pas forcément les mêmes populations en fonction de la manière dont on loue, l'emplacement bien évidemment. Mais pour nous, c'est vraiment le moins risqué. Et puis ça permet de se développer très très vite. On vous a dit 17 appartements, mais on a acheté 3 immeubles, il y avait déjà 15 apparts dedans, quoi. C'est 35. C'est ce qui permet d'avoir une force de développement qui est extrême et rapide. En plus, si on met au prix au mètre carré, quand vous achetez un immeuble, vous avez un toit, 4 murs. Quand vous achetez un appart, vous avez un toit, 4 murs. Ce qui veut dire que vous achetez une fois le toit, une fois les 4 murs, mais à l'intérieur, revenu au mètre carré, ça vous revient beaucoup moins cher. Même quand vous faites venir vos artisans, si vous avez 4 appartements à rénover à 20 km d'intervalle, l'artisan va vous dire, je fais cet appartement-là, après je vous recollerai des frais de déplacement pour l'autre, je refais venir une benne, je refais venir du matos, etc. Là, le mec, il vient, il fait tous les étages, quoi. Il y a que c'est. Alors, effet de mode ou pas, je sais pas, parce que le premier immeuble de rapport qu'on ait acheté, il a plus de 12 ans. Donc il y a 12 ans, Instagram, ça n'existait même pas en fait. Et pourtant, c'était déjà immeuble de rapport et ça fonctionnait très bien, mais c'était un public d'initiés. Ouais, celui-là, oui. Ouais, complètement. Mais aujourd'hui, l'immeuble de rapport, ça veut tout et rien dire parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle d'immeuble de rapport, les gens ont en tête quelque chose qui est inabordable. C'est vraiment le stéréotype du truc, alors que tu trouves des immeubles qui coûtent quelquefois moins cher qu'un appartement dans une grande ville. Hein. Et vous avez développé toujours au même endroit, zone géographique, vous êtes dans le nord de la France? Nous, on est principalement dans le nord de la France, mais on n'a pas tout au même endroit, non. On a en balnéaire. Donc, par contre, là, on est sur du très saisonnier. Forcément, l'hiver, il y a moins de monde. Hein, ça, voilà. Dans le nord, en plus, voilà, clairement. Mais après, on en a aussi grande ville. Grande ville, 60 000 habitants. On en a aussi un petit peu plus en haut. Ville, 100 000 habitants aussi pour toi, super. Ouais. Donc, non. Plus vers le nord. En gros, on est sur un axe autoroutier. Avec la même autoroute, on est capable de visiter tous nos biens en l'espace de 2h30. Et on a 120 km entre le point le plus loin et notre domicile. Quoi. Ok, donc c'est encore faisable. Vous déléguez pas ni la gestion par rapport à ça ou, Une partie. Une partie des biens, surtout pour la location courte durée. Pour ceux qui sont plus loin, on a délégué à une conciergerie. Clairement, on peut pas gérer, enfin, je veux dire. En fait, on a aujourd'hui 14 LCD qui tournent, on a 7 qui tournent en conciergerie et 7 qu'on gère nous-mêmes. Ouais. Ça marche. Et donc, sur l'ensemble du patrimoine IMO aujourd'hui, donc 14 LCD et combien, en fait, de lots, si vous avez une idée de... Je sais pas du tout. Je sais que la LCD, ça représente vraiment une toute petite partie de notre parc. Après, pour les autres biens que l'on détient en dehors de la LCD, ce sont des biens que l'on gère nous. Ils sont pas du tout délégués en agence. Sincèrement, ces biens-là, franchement, à part faire les quittances, faire de temps en temps des états des lieux parce que les gens y partent, enfin vraiment, on est peu embêtés. Et sur le nombre de biens que l'on a à l'heure actuelle, on n'a aucun impayé, voilà, tout va bien. Mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que si demain on en a, on sera pas étonné, quoi. Encore une fois, dans cette stratégie, on en a déjà eu. On en a déjà eu, mais c'est maîtrisé, hein. C'est relance, mise en demeure. Derrière, c'est commandement de payer sous 2 mois. Derrière, c'est assignation. Et puis derrière, c'est expulsion. C'est quelque chose qui est maîtrisé et qui fait partie du truc au même titre que quand on naît, on meurt. Et ce schéma, en fait, il faut pas en avoir peur. C'est vrai que les gens qui pourraient dire j'hésite à investir dans l'immobilier, si ils vont voir des gens qui n'ont pas investi dans l'immobilier, il y a une chance sur une qu'ils n'investissent jamais. On a eu le discours avec un couple là qui est venu. Ce sont pas des investisseurs, ils nous ont acheté un appartement pour le mettre en location. Et avant de signer, ils ont voulu annuler. Et du coup, on leur a dit, venez au bureau. Et ces gens-là nous ont dit, il y a 2 ans, on a essayé d'acheter, et on nous a dit qu'il fallait pas. Et là, en fait, on essaie d'acheter encore, et quand on va en banque, on nous dit, on va payer tant, on est sur un effort d'épargne de temps, etc. Parce que là, c'est sur un effort d'épargne, c'est pas des investisseurs. Et on leur a dit, OK, pas de souci. Alors, on va vous dire juste une chose. Si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. De votre vie. Parce qu'en fait, ça fait partie, le schéma est fait de cette manière-là. Donc, soit un moment, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action ou pas? C'est qu'à un moment donné, on en a tellement marre qu'on le fait. Mais on est tous prêts, en fait, à le faire. C'est quelle priorité je vais mettre dans le fait de mon passage à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'arrête de fumer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je maigris? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je m'autorise à partir en vacances? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je fais un enfant? Qu'est-ce qui fait? C'est juste le passage à l'action. Ça passe par là. Donc, nous, on sait que si demain, un locataire nous paye pas, à un moment donné, il partira une main devant, une main derrière, on récupérera notre bien. Donc, partie de ce principe-là, ça ne nous fait pas peur d'acheter. Et généralement, les gens qui ont peur d'acheter, ce sont pas des gens qui n'ont pas la capacité. Parce que financièrement, la banque pourra les suivre. Ce sont des gens qui ont encore des inconnus à leurs questions. Donc, nous, notre rôle et notre job,
quand on fait du consulting avec les gens, c'est pas de dire ouais celui-ci il est super, regarde là il y a une belle renta, alors là les travaux c'est ça. Non, on s'en fout de ça en fait. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les gens et on leur dit ok, t'es qui, t'as quel âge, c'est quoi ta relation avec l'argent, c'est quoi ton objectif, c'est quoi la mauvaise expérience que t'as, qu'est-ce qui pourrait être le pire si t'achetais, qu'est-ce que ça pourrait être. Il y a des gens qui pourraient nous dire bah si l'immeuble prend feu, je fais quoi, j'ai l'air d'un con. Bah non, t'as une assurance, Coco. C'est pour ça que tu payes tous les mois, puis en plus le locataire aussi, donc tu te fais rembourser. Ah oui, d'accord, mais si. Alors oui, mais c'est pas chez nous. Franchement, c'est dommage que les gens n'ont pas l'image. On a des gens ouais. qui nous prennent des formations et qui commencent par oui, mais. Et on les convertit tous. Ça, le parce oui, que mais, c'est... on en a des tonnes. Mais on l'a découvert parce qu'on savait pas que ça existait. Et puis après, en regardant des vidéos, etc., on se dit, mais en fait, ouais, le oui, mais, effectivement, il revient régulièrement. Et les gens en rigolent, en fait, parce que on leur dit des trucs. Et mais si j'achète et que le locataire il paye plus, bah écoute, dans ces cas-là, tu peux prendre une garantie de loyer impayé, ou si tu as peur pour ta rentabilité, t'inquiète pas. Tu dilues ton risque avec les autres. Plusieurs, etc. D'accord. Mais si un dégât des eaux, par exemple, et là, on leur dit, t'as vu, t'as beaucoup de mais dans ta phrase, regarde. Donc, je pense que les gars, il faut les enlever. Et on avance comme ça avec eux. Et en fait, à la fin du coaching, on leur a appris les bases de l'investissement, le secteur, comment bien acheter, négocier. Mais là où on a le plus travaillé, en fait, c'est sur la psychologie, eux. Et au moment où tous les blocages ont sauté, comme des verrous qu'on a explosés, bah, en fait, ils se disent, ah ben j'y vais. Eh ben j'y vais. Et là encore, ça me fait plaisir parce que elle se reconnaîtra, elle s'appelle Alicia. Elle a commencé la formation ImoCash il y a peut-être 3-4 ans. Elle était toute jeune et elle voulait acheter, elle n'achetait rien. Rien. Bon, il y a 3 semaines, elle m'envoie une offre alors qu'elle n'avait pas vu le bien. Aujourd'hui, elle nous envoie une offre alors qu'on a fait une story sur Instagram. C'est quelqu'un qui est libéré psychologiquement et qui arrive maintenant à prendre le téléphone pour visiter, faire des offres d'achat, aller négocier. On s'ouvre et plus ça va, plus on va s'ouvrir sur cette personne-là. Ouais. Puis on attire exactement les opportunités. Ça reste, effectivement, il y a un état d'esprit, un switch à passer en termes d'état d'esprit pour être ok d'accepter les risques impondérables, mais qui sont compensés par la jugeote, quoi. En termes du coup, alors, enfin, avec le parc IMO que vous avez aujourd'hui, je sais pas, on est sur 30-40 lots au final, enfin, tout compris. En termes de montage fiscal, c'est tout LMNP, SCI. Comment vous avez appréhendé ça? Est-ce que ça s'est greffé ensuite? Le LMNP, c'est quand on démarre. Ça. Ouais, non, on est en LMP, meublé professionnel pour ce qu'on détient en propre. Et ensuite, on détient plusieurs SCI. La plupart sont à l'IS. On a une holding au-dessus, donc qui chapeaute, entre autres, les SCI, mais pas que. Il y a aussi nos autres business, en fait, en dessous. Et là, il y a une logique vraiment du coup de faire travailler d'optimisation fiscale aussi en termes on optimise opérations. On optimise la fiscalité, mais après c'est aussi un but de créer vraiment un groupe, un microcosme où au final, grâce à tout ce que l'on est tout ce que l'on a mis en place, qu'on continue à mettre en place, limite, je vais extrapoler un petit peu loin hein, parce que pour nous c'est important, c'est de lever de la dette, mais limite le but c'est vraiment qu'on puisse s'autogérer grâce à tout ce que l'on aura créé derrière, que ce soit via la holding, via les autres structures, puisque quasiment toutes sont bénéficiaires. Elles sont bénéficiaires, il y a de la trésor à chaque fois. Du coup, le but après, c'est de pouvoir faire des vases communicants les uns entre les autres. Voilà, tout simplement. Et ça se travaille, vous l'avez travaillé en parallèle de la croissance en fait de votre parc. Alors c'est pas quelque chose qu'on a fait au tout démarrage, par contre. Vraiment. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Je me dis si ça s'est pas fait au démarrage, c'est que ça devait pas se faire. Voilà. Tu rates vraiment des trucs quand tu prépares pas les choses tout à fait bien au tout début? Ouais, financièrement, c'est plus coûteux, quoi. Parce que tu te retrouves à intégrer des parts de sociétés et des SCI qui ont des valeurs. Il y a des valorisations, en fait. Donc, plus tu avances dans le temps, plus la valorisation de tes parts dans tes structures valent cher, puisque forcément, quand tu achètes au démarrage, tu as un emprunt, donc ta part, elle vaut quasiment rien, mais au fur et à mesure, tu vas amortir, donc ta valeur de part va augmenter. Donc, derrière, quand tu crées, par exemple, une holding où tu vas faire des cessions de parts de ta structure en bas,
forcément, ça va coûter un petit peu plus cher que si tu l'avais fait au tout démarrage. Imagine, on l'aurait fait au tout démarrage, on n'a rien, par exemple, on n'achète rien, on crée une SCI, on a la holding au-dessus. Bon, il y a la constitution, le coût de la constitution qui va être faite au démarrage, mais il y a rien dedans. Donc, la valorisation de la part, il se passe rien. Et donc, quand tu achètes a posteriori, une fois que tu as fait tout ton montage, forcément, ça te coûte un peu moins cher. Il y a même des SCI qu'on n'a pas pu intégrer à la holding. Ouais, parce que alors là, les valos départ, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. Après, nous, on l'a fait aussi, attention, dans une optique qui nous correspond. Parce qu'après, il faut faire aussi attention à l'effet un peu de mode. De se dire, tiens, j'ai un ami qui a une holding, ou j'ai un tel qui a une SCI, il paraît que c'est bien, ou alors on paye moins d'impôts. Enfin, voilà. Parfois, vraiment, des choses qui sont complètement fausses, ou alors qui ne vous appartiennent pas parce que c'est pas votre histoire, parce que c'est pas votre situation. Nous, notre situation fait que ça s'est présenté à nous parce que on a grossi très vite et qu'on a un patrimoine important. Mais au-delà de ça, c'est aussi qu'on est une famille recomposée, qu'on a des enfants de 2 lits différents, des enfants mineurs, et que derrière, on a aussi besoin de se protéger mutuellement s'il devait nous arriver quelque chose. Donc, on a fait aussi tout ça en ce sens, où dans chacune des structures, on a aussi fait des modifications, on a aussi mis des clauses d'agrément. Enfin, vraiment, on s'est barricadé pour pouvoir être protégé pour notre avenir, sans pour autant, attention, déshériter les enfants, bien évidemment. C'est vraiment de se protéger mutuellement et que les enfants aient ce qu'ils ont à avoir en cas de succession ou autre. Mais voilà, parce qu'on crée beaucoup de choses, on a des business, mais on a aussi surtout besoin de se protéger. Et puis il y a une chose qui est très importante dont personne ne parle. On parlait de laverie automatique tout à l'heure. La dernière fois, je vais à la laverie automatique. Et la laverie automatique, on a un forfait ménage. Il y a une femme de ménage qui fait les ménages dans la laverie. Elle passe 2 à 3 fois par semaine. Et je passe pour vider la caisse et je vois un peu de lessive sous la machine à laver. C'est des grandes machines à laver en inox. Et du coup, je prends un torchon et je passe ma main pour enlever la machine. Et là, je me coupe la main. On le voit pas parce que mais là, c'est en train de se Paco, tu vois l'état de la main. J'avais 6 doigts à la main droite d'un seul coup. Et du coup, je vais à la clinique parce que la clinique était juste à côté. Je m'étais fait un point de compression avec un chiffon que j'ai trouvé par terre. Au niveau tétanos et tout, on était bon là. Et je vais à la clinique et à la clinique, ils me disent, écoutez, monsieur, désolé, nous ici on fait les radios, tout ça, on peut pas vous recoudre. Je dis, putain, je reprends la caisse, je fais 10 bornes. J'arrive à l'hôpital. Ok, radio, pas rien de sectionné, tout. Je prends 3 points de suture, etc. Est-ce que c'est un accident de travail, monsieur? Moi, j'ai arrêté de travailler en 2018. Du fait d'être LMP, je cotise. Du fait d'avoir une holding avec mes conventions de prestations et conventions de trésor, je suis aujourd'hui mandataire de ma holding avec une fiche de paye, ce qui me permet d'avoir une mutuelle. Voilà. Donc, de la prévoyance. Et de la prévoyance, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais pas inquiet. Alors peut-être que aujourd'hui on s'en soucie parce qu'on a 40 ans, mais aujourd'hui, moi, je suis malade, je prends des médicaments, j'ai un accident, je veux que ce soit, même si c'est peu, mais je suis protégé. C'est ça qui est important. Si on fait de l'immobilier, qu'on est rentier de l'immobilier parce que tu as 3 LMNP et que tu fais 20 000 balles par an, mon coco, tu viens de démarrer, tu es un débutant. Il faut que tu t'actives parce que on n'est pas jeune toute sa vie. Et on aura à un moment donné besoin de se faire suivre. Tu vas à l'hôpital, soit tu as un petit peu de rond, tu as une mutuelle et tu as une chambre, tu es tout seul, tu as la télé, etc. Ou sinon, tu es dans le couloir avec tout le monde. Donc, c'est une suite logique pour nous. C'est pour ça qu'on n'a pas créé des SAS en holding, mais on a créé une SC. Donc ça, c'est aussi pour d'autres choses. Et le fait aujourd'hui d'être mandataire de notre holding nous permet de pouvoir avoir nos fiches de paye, d'être salarié de cette holding. Et tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'est réfléchi ou pas? Est-ce que vous faites ça? Là, pour le coup, on prend vraiment le temps de bien faire les choses. On se pose, on a un avocat fiscaliste qui nous suit, on a une juriste qui nous suit, notre expert comptable qui travaille en étroite relation avec nous également. C'est une équipe. Sans eux, on n'est rien. Sans nous, ils ont moins d'argent. Voilà, c'est tout. Ouais, mais je sais pas ce que t'allais dire, parce que pour le coup... Mais ça, tu vois, juste pour dire, ça c'est important. Il y a des gens qui nous disent, ouais, quand même, j'étais voir un avocat fiscaliste, 380 balles. Hein. Nous, depuis le début de l'année, on en a pour un certain montant. Voilà, multiplié par 10, tu vois. Mais en face, la somme que l'on va pouvoir économiser est très importante. On est dans un pays qui est fortement fiscalisé, donc vous devez toujours avoir un train d'avance. Voilà, il faut toujours avoir un train d'avance. Parce que nous, on paye nos impôts et l'impôt zéro, il n'existe pas. Le mec qui te dit, moi je paye pas d'impôt, c'est bien, c'est que tu gagnes pas de rond. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas
optimiser au point de pas payer d'impôts. Moi, ça m'est arrivé de pas payer d'impôts. Hein. D'ailleurs, j'ai mes parents qui payent pas d'impôts et ils sont contents. Ils me le disent. Ils me disent, moi, je paye pas d'impôts. Oui, mais en même temps, tu gagnes pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout est en relation. Moi, quand je prends ma voiture, j'utilise une autoroute. Quand mes gamins ils vont à l'école, je paye pas l'école. On en a parlé. Quand je prends mes médicaments à la pharmacie, je paye pas. Quand c'était le Covid, j'avais les vaccins, les machins, etc. Pour ou contre, c'est pas ça le débat. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un pays qui est assez confortable, sur lequel on doit redistribuer. Maintenant, je suis pas complètement con, on n'est pas complètement con, on va aussi optimiser. Donc, on doit toujours avoir une longueur d'avance. Mais le mec qui vous dit je paye pas d'impôts, dites-lui que c'est pas grave et qu'à un moment donné, il va bien réussir à gagner sa vie et qu'il en paiera comme tout le monde et qu'il sera content. Non, mais il y a souvent cette confusion entre optimiser et évader, quoi. Effectivement, voilà, plus tu gagnes, plus tu payes, mais t'as des services, et en plus, ça veut dire que tu gagnes. Si tu payes, c'est que tu gagnes quelque chose, donc oui, carrément aligné avec cette logique-là. Et je pense aussi que quand tu vas à l'étranger, tu t'en rends compte, et que tu reviens après en France, ce qui est mon cas, tu te rends compte vraiment de la chance qu'on a. Bah, c'est ouf, quoi. Mais bon, c'est assez... D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, une fois, on était à Zanzibar, je crois, un délire. Je crois que les gens, ils vont connaître vraiment non. avec plein d'anecdotes. Non, mais par contre, tu vas reconnaître le truc. Une fois, on va à Zanzibar, Maud, elle me dit, j'ai pris 3 hôtels. Ok, jusque-là, on suit. On va dans un hôtel. Le truc, c'était magnifique. Enfin, c'était une décharge. Et quand tu passais les portes, c'était magnifique. On est dans l'hôtel, c'est magnifique. Et genre, on commande pour 3 jours après un taxi. Et on lui dit, on va à tel hôtel. Et l'autre hôtel, il était à 10 kilomètres. 10 kilomètres. Et là, il nous sort, on y est en moins de 2h15. Je dis quoi, 2h15, il y a 10 bornes, c'est quoi le délire? C'est une voiture à pédale. Et voiture tout confort, clim et tout. Mais dès qu'on est sorti, c'était ça. Les bosses, les machins, fallait attendre que la vache, elle traverse et tout. Donc pour faire 100 mètres, il fallait bien 10 minutes, en fait. Parce que les routes n'étaient pas faites. C'était du sable, c'était des cailloux, des machins, etc. Et quand tu voyages un petit peu, tu te rends compte, effectivement, à quel point c'est important d'avoir du confort. Grave. Ouais, j'ai eu la même réflexion en rentrant du Brésil, quand j'ai vu les lignes de transmission électrique, tu sais, les trucs auxquels tu prêtes absolument pas attention, tu vois. Et quand je suis rentré de l'aéroport, je vois ça et j'étais admiratif. Waouh, les beaux pylônes, c'est les belles lignes et c'est super bien. Et sur la partie montage fiscal, la complication justement du fait d'avoir des enfants de chacun de votre côté, ça a vraiment créé une complication où il y avait une sortie, une façon de contourner les choses d'un point de vue fiscal que vous avez dû mettre en place en particulier par rapport à cette situation, ou est-ce que... Non, c'est vraiment plutôt sur l'approche succession, on va dire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les enfants, forcément, sont mineurs. Si moi, il m'arrive quelque chose, entre guillemets, Laurent va se retrouver avec mes enfants qui sont mes héritiers, forcément, mais derrière mes enfants, il y a donc le papa. Le papa est potentiellement un juge des tutelles puisqu'ils sont mineurs. Donc ça peut aussi amener une certaine complexité, on va dire, dans la suite logique. Et là, du coup, si tu veux, en gros, on s'est donné vraiment tout l'usufruit de tout ce que l'on détient. Mais avant ça, on était passé par un Pacs avec testament et ça suffit largement. Hein. Ça peut suffire, mais c'est après plutôt pour nos business où là, on a mis des clauses agrément dans les différentes structures, etc. pour vraiment se protéger à fond, où on garde, on va dire, la maîtrise de toutes les boîtes que l'on a. Ouais, au final, ça revient du coup à donner, comme tu disais, Maud, l'usufruit aux partenaires. Oui. Mais la nue propriété restera pour ne pas déshériter en fait à chacun. Oui, ils en détiennent forcément la nue propriété. Après, tu peux avoir des montages comme du démembrement, des parts, des choses comme ça, où vraiment tu te protèges encore davantage, quoi. D'accord. Ok. Ouais, non, parce qu'on en a parlé un petit peu, notamment avec un notaire de ça sur un épisode précédent, et c'est vrai que c'est un aspect carrément quand même super intéressant et important. C'est indispensable. Ouais, indispensable. Quand on fait de l'immobilier, quand on fait de l'immobilier, ce sont des notions. Parce que souvent, en fait, quand on fait de l'immobilier, on entend tout le temps parler soit de cash flow. Enfin, je parle pour des investisseurs. Hein, je parle. Soit de cash flow. Soit je suis LMNP, quoi. Soit de cash flow, soit de rentabilité, soit d'optimisation fiscale. Voilà, ça c'est les trucs qu'on retrouve tout le temps. Mais pour moi, il y a aussi surtout savoir comment bien investir en fonction de sa situation personnelle, matrimoniale et autres. Et ça, c'est des points qu'on entend peu souvent parler et pour autant qui ont un impact très important parce que les conséquences, que ce soit aussi en cas de séparation, notamment d'acheter monsieur, madame, pas marié, concubinage, ils achètent un bien. Mais attention, si vous achetez en propre, vous allez vous retrouver en indivision. L'indivision, nul n'est contraint de rester dans l'indivision, et ça peut être très compliqué. Vous allez peut-être devoir, soit revendre le bien, soit arracher la soulte, soit vous allez arracher une souche.
Il va falloir arracher une souche. Hein. Vous n'êtes pas d'accord. Faites gaffe. Oh, t'as pas de chou. Peut-être que les gens, ils avaient pas bien entendu. Mais non, mais arracher une souche, nulle part, ça existe dans le notariat. Racheter une soulte. Ah, une souche, carrément. Non, une soulte. Putain, l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un point essentiel quand on fait de l'investissement immobilier. Il n'y a pas que la rentabilité, il n'y a pas que le cash flow, il n'y a pas que l'optimisation fiscale. Il y a aussi ça. Et c'est vrai que ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas beaucoup, surtout quand on est jeune. C'est pas, voilà, on ne pense pas forcément à ça. Et attention, parce que mal acheté, voilà, en cas de séparation, en cas de décès ou autre, je peux vous dire que les conséquences, ça peuvent être catastrophiques. Non, mais c'est super. En vous entendant, je pense, les auditeurs vont très bien comprendre, et moi, je l'ai vraiment compris que vous avez une forte synergie. Comment dire, il y a vraiment une énergie qui se base aussi, qui sort de votre couple finalement. Et en termes d'organisation, j'allais vous demander en termes de investir à deux, etc. Mais je pense qu'au travers de ce qu'on vient de parler, c'est super évident de comment ça fonctionne, de pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et je pense que vous êtes un peu la pub, campagne publicitaire pour investir en couple. Moi, je dirais ça, quoi. Du côté peut-être, du coup, organisation. Et là, plus par rapport du coup à vos enfants et à comment vous organisez les choses au quotidien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui investissent et qui ont des enfants. Enfin, j'en fais partie d'ailleurs. Comment vous arrivez à gérer les choses pour quand même essayer de peut-être trouver un équilibre entre votre vie de famille et puis cette aventure, quoi. Les enfants sont complètement immergés dans cette aventure. C'est-à-dire que moi, je me suis surpris à entendre ma fille me dire à l'âge de 4 ans à l'époque, mais papa, on a combien d'appartements? C'était un truc complètement fou. Ou alors, mais on dort dans quelle maison ce soir? La dernière fois même, elle me dit, papa, pourquoi tu fais un appartement avec que des machines à laver? Quand c'était la laverie automatique. Et j'ai dit, ma chérie, non, c'est pas un appartement, là, c'est pour des, mais elle a dit, nous, on en a des machines, les gens, ils ont des machines chez eux. J'ai dit, c'est pas parce que nous, on en a que les gens ont tous des machines chez eux. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, le grand pareil, qui a 14 ans, et il commence à comprendre aussi la différence entre les dépenses et les investissements. Le grand. Le grand, hein. C'est 14, 10, 7. Et du coup, en fait, on a toujours pour habitude de leur parler de ce que l'on fait. Comme on est des gens passionnés, même des fois on en parle, ils sont à côté, donc ils boivent les paroles. Et quelquefois, on fait même des coachings et ils sont pas très loin, donc ils savent qu'il faut se taire parce qu'il y a un coaching qui est en route, etc. Même souvent, eux nous disent c'est quand la prochaine conférence, machin. Même souvent, on les voit au téléphone, salut les Instagrammeurs, ou alors ils me cachent. C'est des mimiques en fait que les enfants reprennent. Et moi, je pense que on n'oblige en rien, mais qu'on continue à vivre en fait comme on le fait. Quand on est avec eux, notre focus est sur eux, mais ça nous empêche pas de vivre non plus. Je veux dire, on n'est pas sur les gamins. Ce qui veut dire qu'ils vont boire et prendre ce qui les intéresse là-dedans. Ils auront, je pense, cette chance d'avoir une éducation financière qu'on n'a pas eue. Donc c'est un gain de temps. Et puis derrière, on fera le maximum pour qu'ils héritent de quelque chose qu'ils peuvent eux développer. Mais on va pas y apporter un soin particulier. Par exemple, on leur prend des cours d'anglais, c'est un soin qu'on veut apporter parce que quand on voyage, on en a très vite besoin. Quand on veut faire du business, on en a très vite besoin. Et nous, on a commencé l'anglais en fin de primaire, début de collège, parce que moi, je suis une vraie quiche en anglais. C'est une catastrophe, mais bon. Voilà. Donc du coup, là, on apporte un soin particulier pour les activités sportives aussi, parce que le grand, il performe dans le tennis. Donc du coup, et pour moi, pour nous, c'est important. Voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce que l'on fait, nous, ils sont immergés dedans. C'est vrai que nous, on est des gens, on est des hyperactifs, mais ils le sont aussi parce que forcément, ils sont à notre image. Mais on ne les obligera pas à faire ou à continuer tout ce que l'on a mis, nous, en place. Après, peut-être qu'il y en a un des trois qui décidera de suivre la même lignée. Ce qui nous importe vraiment, en tout cas, par contre, c'est qu'ils aient une vraie éducation financière, qu'ils aient cette notion-là que nous, on n'a pas eu, qu'on a appris sur le tard. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un plus parce que ça aide énormément dans la vie, dans le développement. Et ça, pour le coup, je pense que ça se fait naturellement. Puis on le voit, l'évolution. Je vois mon fils de 14 ans. Aujourd'hui, il a un discours qui n'est pas du tout le même qu'il y a 4 ans. Il prend vraiment conscience des choses.
même dans son vocabulaire, sur la manière de penser. Il nous pose aussi plein de questions, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc c'est que mieux. Voilà, si déjà ils ont cette éducation financière que nous on n'a pas eu, je pense que déjà on aura vraiment gagné sur ce qu'on aura voulu leur inculquer. On est en total accord avec ce qu'on dit et ce qu'on pense. Donc on se cache pas. Moi j'ai beaucoup de respect pour l'immobilier parce que l'immobilier ça a quand même permis à un mec comme moi et maintenant un couple comme nous de pouvoir toucher des salaires qu'on n'aurait pas pu prétendre. C'est-à-dire que quand on n'a pas fait d'études dans sa vie, on peut pas prétendre à des salaires à 5 chiffres, c'est pas possible. Et pourtant, quand on fait de l'immobilier, on peut y arriver. Donc moi, j'ai énormément de respect pour ce levier parce que s'il y avait pas l'immobilier, je n'aurais pas le rythme de vie ou en tout cas les objectifs que j'ai encore aujourd'hui. Donc je pense que quand on est sur cet axe, on peut se permettre d'en parler et que les enfants accrochent le wagon ou non. C'est-à-dire que si ils veulent faire de l'immobilier, on sera super content pour eux, on sera les premiers à les aider. Mais s'ils veulent pas, on est OK, il y a pas de souci. Moi, j'aurais pas voulu que mes parents me forcent à faire un truc que j'ai pas envie. Eux, pareil. Par contre, il faudront qu'ils aient un projet, parce que moi, je suis prêt à aider mes enfants, mais seulement s'il y a quelque chose de concret. C'est-à-dire que je serais pas prêt à les aider à rien foutre. Ça, c'est clair. Par contre, s'il y a quelque chose, why not? Si tu veux faire architecte d'intérieur, si tu veux faire infirmier, si tu veux faire fleuriste, moi, je suis à fond. Tu seras le meilleur fleuriste, le meilleur infirmier. Je serai derrière toi. Je te construis ton magasin de fleurs, on y va. Fais-moi voir ce que tu as appris, c'est quoi tes compositions, etc. Je suis OK, pas de souci. Pas d'immobilier, ça me va. Mais fais quelque chose. Et après, en termes d'organisation, parce que c'était la question oui, au là, démarrage, c'était l'intro pour arriver sur l'organisation. Après, en fait, moi, j'anticipe beaucoup sur tout ce que l'on fait. Donc, c'est vrai que je tiens un certain agenda. Après, dans notre malheur aussi, il faut pas oublier, on a des enfants de 2 lits différents. Ça sous-entend qu'aussi, on est en garde alternée. Donc, on a les enfants, en général, 1 semaine sur 2. Alors, ça arrive qu'on les a un petit peu plus, mais on reste là-dessus sur 1 semaine sur 2. Donc, 1 semaine, on est 5, 1 semaine, on est 2. Voilà. Donc, ce qui permet, nous, pour nos business, d'être vraiment à fond la semaine où on n'a pas les loulous. Et puis, la semaine où on a les enfants, ça permet aussi de driver un peu les choses et de faire en sorte aussi qu'on se calme un petit peu dans tout ce que l'on fait, parce qu'ils nous rappellent à l'ordre aussi. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que du coup, on essaie vraiment de prendre le temps avec eux, parce que pour nous, par exemple, les repas en famille sont hyper importants. Le soir, on mange toujours tous les 5, on prend le temps parce que c'est des moments où on partage, où ils nous disent beaucoup de choses, où ils nous posent plein de questions et inversement. Mais par contre, dans l'organisation de tout ce que l'on fait, que ça soit les voyages avec les enfants, les activités, parce qu'il y a beaucoup d'activités extrascolaires également, j'anticipe énormément. Et c'est ce qu'on appelle la vie on-off, nous ici, c'est-à-dire on quand on a les enfants et off quand c'est la semaine où ils sont pas là. Ouais. Quoi. Ok, j'imagine qu'on est dans une semaine off alors là actuellement quoi. Là, exactement. Ouais. Non mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est tout à fait c'est cool en fait finalement, parce que ça vous, comme tu dis Maud, ça vous oblige un peu à reprendre un peu de recul, parce que s'il y avait pas ces semaines on and off, je pense qu'on arriverait vite fait, vu vos tempéraments, à des semaines on non-stop quoi. Non. Ouais, puis je pense qu'il faut pas s'oublier. Ouais, c'est ça aussi. Parce que avant tout, il faut pas qu'elle m'oublie quoi. Non mais avant tout, c'est vrai que on est une famille, on est un couple, on est des business personnes, parce qu'on n'arrête pas, et c'est en nous, on est comme ça, on est des hyperactifs. Hein. Mais du coup, le fait qu'ils soient là, ça nous rappelle un petit peu à l'ordre, et c'est bien, parce qu'il y a même des fois où ils sont là, on continue à travailler, parce qu'avec l'ordinateur, aujourd'hui, on travaille de partout. Du coup, ils nous disent, vous avez bientôt terminé de travailler, etc. Et on se dit, bon, allez, stop. Il y a toujours ces moments où on est sur le canapé le soir, les moments de câlin, où on partage, où on fait des jeux. Enfin, voilà. Ça, c'est important. Il faut pas l'oublier. Parce que c'est vraiment la base, finalement. Aujourd'hui, on fait ça pour nous, mais on fait aussi ça pour notre famille. Surtout pour nous, quand même. Oui, mais on le fait pour nous, mais aussi pour notre famille. Non? Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pourvu qu'il y en ait pour nous, quoi. Non, mais voilà, c'est important. Il faut pas l'oublier, quoi. Parce qu'on peut vite s'y perdre, finalement. Quand on est des personnes comme nous, on fait beaucoup de choses avec beaucoup d'idées. Voilà, donc il faut pas l'oublier que la vie, on en a qu'une aussi, et que les moments les plus précieux, c'est bien les moments qu'on a avec nos enfants. Et les ambitions là pour les prochaines années, vous avez déjà un plan sur 5 ans où vous 4 enfants supplémentaires. C'est pas prévu au programme? Non, c'est bon déjà 3. Hein. C'est bon. Non, les ambitions, vraiment. Je pense qu'il y a sans doute des choses auxquelles on ne pense même pas encore aujourd'hui, mais je pense que déjà, c'est qu'on aspire à vouloir vraiment sur cette semaine on-off,
c'est d'être dans le sud davantage. Voilà, vraiment, c'est une région que l'on aime beaucoup. C'est notamment vers Aix-en-Provence, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un projet qui va arriver. Ça, c'est évident. Donc ce sera plus en phase de projet, mais vraiment, on va le mettre en place. Et puis après, on va continuer à bien développer nos business. En fait, c'est difficilement compréhensible pour les gens qui pourraient nous écouter parce que généralement, les gens recherchent la liberté financière. C'est-à-dire que les gens font en sorte de faire des études pour avoir un bon métier, pour bien gagner leur vie. Et ensuite, une fois qu'ils gagnent bien leur vie, ils se disent, il faut que je trouve quelque chose qui soit palliatif, qui me permette de pouvoir gagner ma vie sans aller travailler. Mais une fois qu'on a trouvé quelque chose qui permette de pouvoir gagner sa vie sans aller travailler, ben on a un manque qui est celui d'aller travailler. Ça Parce que la plupart du temps, c'est ça. Non, mais je finirai plus tard. Ah, pardon, t'as raison. vas-y. Moi, je serais intervenu pareil à ta place. Vas-y. Et donc, une fois que on a réussi à avoir ces revenus et qu'on vit très très bien, on a besoin d'autres challenges. Déjà, il faut savoir qu'on est challengé par d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, j'adore Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui me challenge, c'est quelqu'un qui m'emmène. J'en parle au présent parce que je le regarde tous les jours. Donc, c'est quelqu'un qui est en moi et qui est pour moi un vendeur d'optimisme. Et quand je le vois, ben, j'ai envie de faire des trucs. Je sais pas quoi, mais j'ai envie de faire des trucs. Donc, du coup, c'est pas parce que on a atteint un objectif qu'on doit s'arrêter. La vie où je suis tout le temps en train de voyager, bah, ça me va 5 minutes. Hein. Moi, j'ai fait des pays. Avec Maud, on a beaucoup voyagé aussi. Et à un moment donné, vous avez envie de construire un business plan, d'acheter des machines, d'acheter un local, faire des trucs, et puis vous éclater, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Donc, les objectifs, on en a tout le temps. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord, il faut pas s'oublier dans les objectifs. Et je pense qu'en ce moment, avec Maud, on est en train justement de recréer nos futurs objectifs. J'avais un objectif financier. Quand j'ai rencontré Maud, je lui avais expliqué mon objectif. C'est un objectif qu'on a partagé avec les gens du Mastermind. On arrive sur cet objectif. Maintenant, il faut essayer de trouver d'autres objectifs. Mais vous savez, les objectifs, c'est pas forcément professionnel. Nous, on est très heureux comme aujourd'hui. On peut imaginer un mariage dans les années à venir. On peut imaginer. J'attends toujours la demande, hein, mais bon. C'est le chronopost. Mais j'avoue que c'est vrai que souvent, au démarrage, quand on démarre, on a un objectif financier. Clairement. Parce que souvent, par exemple, on va se dire, voilà, à quel montant je pourrais peut-être arrêter le salariat, par exemple. On se dit, voilà, c'est 2 000 €. Une fois qu'on l'a atteint, bah, je suis persuadée que pour la plupart des personnes qui m'entendent et qui ont atteint cet objectif financier, qui aujourd'hui, justement, font autre chose, sont entrepreneurs ou autres, bah, une fois qu'on l'a atteint, bah ça y est, c'est bien, on est content, mais on a besoin d'autre chose. Là, c'est plus forcément financier, ça va être plutôt des challenges personnels, voilà, des choses qui sont propres à chacun. Ça peut être aussi d'aller faire, je sais pas, un marathon dans le sable pendant je ne sais combien de temps. Ça peut être, je sais pas, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être d'autres objectifs, mais on a besoin de challenges pour avancer. En tout cas, nous, on est des personnes comme ça. Et de se dire, le fameux rêve de se dire, bah tiens, une fois que je serai rentier, je partirai faire le tour du monde. Voilà, vous allez peut-être faire le tour du monde 1 an, mais après, vous allez revenir et puis vous allez vous ennuyer, quoi. Il vous faudra autre chose. Il faudra être animé par autre chose. Et c'est vrai que nous, on est souvent animés par plein de choses. Alors après, il y a des choses qui vont au bout et d'autres pas. Ça fait partie des projets. Mais voilà, je suis persuadée qu'on en aura d'autres. Et déjà, on est dans une phase où on se repose un petit peu. Enfin, on se repose. On se pose de nouveau pour recadrer un petit peu les choses et pour redéfinir certains objectifs ou certaines envies que l'on a. Ok. Bon, on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode, du coup. Est-ce qu'il y a des ressources que vous pourriez conseiller, du coup, aux gens qui nous écoutent, des choses qui vous ont vraiment fait avancer, que vous conseillerez pour avancer dans ces thèmes-là, en fait? Alors, moi, j'ai un avis complètement divergent de celui de ma femme. C'est-à-dire que je suis persuadé que les livres, les reportages, les revues nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est un point de vue qui est complètement personnel, donc je viens juste vous le partager. Les seules fois où j'ai essayé de regarder ce que faisait la concurrence, les seules fois où j'ai essayé de regarder ce qui pouvait être traduit par d'autres personnes, ça a toujours fait en sorte que je n'étais plus moi-même. Par contre, les fois où j'ai toujours écouté mon intuition, les fois où je me suis toujours dit « Laurent, fonce, c'est maintenant, vas-y, il n'y a plus de temps à perdre », j'ai toujours réussi ou raté, mais en tout cas appris. Donc pour moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de dire aux gens qu'ils sont une véritable machine. Ce qu'ils ont en eux, c'est complètement phénoménal. Je vais prendre un autre exemple.
Je l'avais sorti sur un petit Reels que j'avais fait, qui est assez frappant. C'est que si demain, on vous demande de lever une voiture 4 roues, un truc incroyable. Vous essayez de la lever, vous n'y arrivez pas. Si par contre, sous cette voiture, vous avez votre papa ou votre maman ou votre enfant qui est en dessous, à l'agonie, et que vous devez juste la lever de quelques centimètres pour que quelqu'un puisse le tirer, eh ben, vous allez voir. Vous allez réussir. Et pas parce que vous aurez appris, pas parce que vous aurez lu un livre, regardé un reportage, juste parce que vous aurez fait appel à votre inconscient, à vos sources de l'intérieur. Ben moi, c'est ce que je vous demande de faire. Si vous voulez aujourd'hui un conseil pour réussir, évitez les livres, évitez de vous faire influencer. Allez chercher ce que vous avez au plus profond de vous-même, vous verrez. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus impressionnant et ça aura beaucoup plus de résultats dans un futur proche. Wow. Maud, après ça, tu peux te lancer quand même ou bien Non, alors je suis d'accord sur ce que dit Laurent, clairement. Non, mais on est un avis divergent. Donc oui, après, non, moi, je respecte. non, mais en plus avec la métaphore que tu as utilisée, forcément, on ne peut qu'acquiescer. Enfin, je veux dire, là, je vois pas la différence. Enfin, je vois pas l'inverse en tout cas. Je peux te faire la même démonstration en disant que les livres c'est important. Mais je sais que tu peux. Non, mais je sais que c'est sa conviction, c'est sa façon de voir les choses et à la fois je les partage parce que c'est vrai quand on entend ça, clairement, on ne peut que les partager. Après, je rajouterais moi, par contre, je pense que ce qui est important aussi, c'est de bien s'entourer. L'entourage, de participer parfois à des événements où on s'entoure des personnes qui ont des convictions comme les nôtres, parce que parfois notre entourage proche, famille, amis, sont pas forcément les meilleurs conseillers. Parfois, justement, vont agir par protection, par peur pour soi, enfin pour vous, et du coup vont vous empêcher finalement d'avancer, de passer des étapes. Alors déjà, quand on est quand on a un état d'esprit, on a parfois un manque de confiance en soi, on a des peurs, etc. Alors si en plus on s'entoure de personnes qui vous disent, bah non, n'y va pas parce que c'est pas bien, parce que j'ai entendu ça, parce que ceci, parce que cela, bah vous allez pas y aller. Alors que si vous vous entourez de personnes, vous échangez, vous participez à des événements, des choses comme ça, des personnes qui ont au moins des ambitions, alors parfois sont divergentes, hein, mais en tout cas avec des envies d'avancer, des projets, etc. Bah, vous allez pouvoir au moins confronter vos idées, parfois des erreurs aussi, mais vous allez vous conforter aussi dans ce que vous avez envie de faire et ça va vous aider à passer le cap. Parce que l'entourage, enfin, moi, je sais que j'ai pas un entourage à la base qui aurait pu m'aider à avancer. Clairement, aujourd'hui, on a avancé comme ça, mais moi, je sais que c'est clairement parce que on est ensemble avec Laurent. Je pense qu'on aura avancé, hein, parce qu'on a des tempéraments, mais je pense pas que j'aurais aussi vite, voilà, on n'aurait pas été aussi loin. Clairement, mais ça, j'en suis sûre et certaine. Je n'aurais jamais fait tout ce que je suis en train de faire et tout ce que l'on a fait jusqu'alors. C'est sûr. Et on le voit parce que nous, parfois, on va à des événements, on se voit entre personnes avec un état d'esprit entre entrepreneurs, entre investisseurs et autres. On ressort de là, forcément, où on est boosté, où on a parfois des nouvelles idées, des nouvelles envies. Voilà, ça veut pas dire que derrière, on va forcément faire tout ce qu'on s'est dit au moment T, mais en tout cas, ça nous donne l'envie d'avancer. Voilà, et ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Au-delà des livres, si on a envie de lire, bon bah voilà, des reportages. Moi, je sais que je suis très reportage, enfin voilà, mais l'entourage pour moi, c'est vraiment indispensable si on veut avancer, clairement. Yes, ouais, choisir son entourage pour choisir sa destinée, quoi, finalement. Ok, non, bah super. Je pense que tout le monde là qui nous écoute va être gonflé à bloc, à fond les ballons, de vous entendre. En tout cas, moi, c'est vraiment ma sensation là actuellement. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour votre temps. Où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre s'ils le veulent, poursuivre la conversation avec vous? C'est quoi les principaux canaux? Alors, principaux, ça va être Instagram. On est beaucoup sur Instagram, donc sur nos comptes respectifs. Donc, il y a laurent.boutillier et puis moi, c'est woman.invest. Il y a aussi YouTube. Ça, c'est Laurent Boutillier et Woman Invest. Voilà, on n'est pas très... On n'a rien inventé. Hein. Voilà. Hein. Au niveau de l'originalité, c'est con, on va dire c'est con parce que je les aimais bien. Et sur la fin, ça a merdé. Hein. C'était... Ah là, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin... Après, on a un site internet. Enfin, on en a plusieurs. Mais voilà, on va dire par rapport à consulting, on va être sur l'immobiliercash.fr. Bah voilà. Déjà, bah ouais, c'est ça, les axes. Hein. Les principaux, voilà. Après, on en a d'autres, mais les principaux, c'est ça. Voilà. Et puis on travaille avec les gens, mais surtout on débloque les gens. Voilà, tout est déjà en eux. On fait juste que leur
que leur faire comprendre qu'ils peuvent, qu'ils ont le droit, que c'est autorisé. On a beaucoup de gens qui sont dans des milieux, on attire forcément plus ou moins la même clientèle que nous, hein. Donc on a des gens qui s'imaginent comme nous dans quelques années et qui du coup viennent nous voir en nous disant c'est quoi les secrets pour investir, et on leur dit ça tombe bien que vous posiez cette question parce que les réponses vous les avez déjà. Par contre, si vous voulez les savoir, on peut peut-être bosser ensemble. Ça part juste de là en fait, hein. C'est vrai qu'on aime beaucoup, pour nous depuis le démarrage, on aime beaucoup aider les gens, vraiment. Pour nous c'est hyper gratifiant, même si finalement moi je suis persuadée que la réussite elle vient de soi, mais si derrière on peut contribuer justement à enlever ces blocages. Après, oui, on a notre expérience terrain, donc quand je parle par exemple des travaux d'optimisation fiscale, etc. Bon, bien évidemment, c'est des choses qui s'apprennent déjà au niveau des bases, et puis après elles s'acquièrent forcément sur le terrain. Mais nous, c'est surtout de pouvoir contribuer à aider, à déclencher quelque chose qui fait que la personne va pouvoir passer le cap ou continuer à investir. Voilà, vraiment, on adore ça. C'est un kiff, hein. Pouvoir voir les gens, de pouvoir échanger avec les gens, vraiment c'est quelque chose qui est en nous et qu'on adore vraiment. Ouais, et on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de client type, parce que des gens pourraient aussi écouter et se dire ouais mais bon, il dit que j'ai le meilleur en moi, mais moi je le trouve pas, parce que eux ils sont en couple donc c'est plus facile, parce que eux ils ont 40 ans donc c'est plus facile, parce que eux, mais en fait seul on y arrive aussi. C'est juste que il y a certaines tâches pour lesquelles on n'est pas bon, il faut les reconnaître et les déléguer. Moi, quand j'étais tout seul, j'étais persuadé que j'étais bon en tout, parce que j'étais tellement con que j'arrivais pas à admettre l'idée qu'il y avait un truc où je pouvais être moins bon. Donc du coup, comme je pensais que j'étais bon en tout, il y a des trucs que je loupais, mais pour moi, voilà, j'avais bon. Donc déjà, l'idée numéro 1, c'est de comprendre où sont nos qualités, pour pouvoir les développer comme des malades et devenir des génies dans ces qualités, et déléguer nos points faibles. Lors de notre dernier événement, ce qu'on appelle les IMO Cash Day, c'est une journée dans un endroit. On a commencé en disant aux gens, c'est quoi votre point fort et votre point faible? Et on a fait le tour, ils étaient 13 personnes, et sur les 13 personnes, il y en a qui disaient, moi, mon point fort, c'est la fiscalité, mais mon point faible, c'est les travaux. Et toi, moi, mon point fort, c'est la négo, mais mon point faible, c'est la gestion. J'y arrive pas. OK. Et en fait, sur les 13, on avait 13 personnes qui étaient complètement différentes. Et on leur dit, vous vous rendez compte? Comment voulez-vous y arriver si vous essayez de vous imaginer comme des autres alors que vous avez des problèmes qui sont les vôtres? Donc déjà, essayez de vous cerner, essayez de comprendre et d'admettre qu'il y a un domaine sur lequel vous êtes nul à chier et que celui-ci, vous allez le déléguer, mais que par contre, vous avez forcément un domaine où vous êtes bon. Et celui-ci, on va le développer ensemble. Donc si vous êtes seul, célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, si vous avez de l'argent, si vous en avez pas, si vous avez une situation ou pas, la seule chose qui fait que vous allez y arriver, c'est la motivation. Et là, vous pouvez nous rejoindre. Là, vous pouvez nous appeler. Parce que par contre, si vous avez tout le reste, mais que vous n'êtes pas motivé, passez votre chemin. Vous avez rien à faire, vous y arriverez pas. Ok, donc tout le monde sait maintenant comment passer le casting pour... Je peux venir. Excellent. Bon, Maud, Laurent, merci beaucoup encore pour votre temps. C'était vraiment super intéressant. Et j'espère vous voir en physique, hein, du coup, un de ces quatre quand même. Ça serait cool. Ah ouais, franchement, ça sera avec plaisir, hein, vraiment. Mais en tout cas, c'était un plaisir. C'est les mêmes tarifs, mais tu multiplies par 10. Hein. Les gens, ils vont vraiment croire que c'était payant. Hein, non, mais franchement, c'était un plaisir. Moi, j'ai vraiment apprécié ce moment. En même temps, on a parlé de nous, donc forcément. Mais ça n'a rien à voir, c'est de pouvoir échanger, tout ça. Non, on kiffe. Non, mais on aime ça. Mais quand tu parles d'un parce qu'il y a des gens, il y a les gens qui ne connaissent pas, sachez que, en fait, c'est là, des ils vont blagues. Connaître, hein. Ouais, voilà. Alors, notre stratégie, c'est quand même, c'est très connu, hein, mais on l'applique, c'est qu'on on est comme ça. On travaille sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que toutes nos réunions, il y a toujours de la déconnade, mais on arrive à avancer, quoi. Dans mais ça, c'est tout le temps. Hein. Ouais, ça s'entend. Non, c'est génial. Restez comme vous êtes. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci. À très vite. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!